Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence organisée par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique. Cette webconférence fait partie de la programmation Hors les murs 2024 dans le cadre des conférences Grands Témoins. Je suis Nicolas Lagrange, journaliste à l'agence de presse AEF Info. On va faire un focus aujourd'hui avec vous qui êtes connectés sur les grands enjeux santé-environnement, à l'occasion d'ailleurs de la Semaine nationale de la qualité de vie et des conditions de travail. Focus avec Pierre Souvé. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors Pierre, peut-être quelques mots pour vous présenter et présenter aussi votre association. Oui, donc je suis cardiologue, alors récemment retraité, mais je préside l'association Santé Environnement France, qui est la seule association en France que uniquement de professionnels de santé. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, en dehors des pros de santé, les gens ne soient pas compétents, mais c'était un choix politique quelque part. Et donc, on éduque les populations, on édite des petits guides pour qu'ils se protègent ou qu'ils bénéficient parfois et souvent, vous verrez des effets positifs ou négatifs de son environnement. On a un volet aussi formation des professionnels de santé, des acteurs de santé. Donc, je ne cesse de rabâcher que les collectivités sont des acteurs de santé essentiels. Et troisièmement, au niveau du plan national santé-environnement, eh bien, nous faisons partie du ce qu'on appelle le groupe santé-environnement et je co-présidais le groupe priorité du groupe de travail One Health, une seule santé, c'est mieux en français, du plan national santé-environnement. Donc, une vision large voilà. Donc, nous, on est bénévoles, hein, les pros de santé qui travaillent sont bénévoles. Et sinon, on est reconnu d'intérêt général et en dessous 1% pour la planète. Voilà. Et comme toute association, tous les ans, c'est toujours difficile de trouver les financements qui permettent à une association de vivre, même si ses intervenants sont bénévoles. Parfait, merci, merci pour ça. Alors peut-être quelques mots par rapport à nos participants. J'espère que voilà, tout le monde nous entend clairement et nous entend bien. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des petits problèmes de son à le partager. En fait, vous pouvez aller dans l'onglet Q&R, questions-réponses, et vous pourrez tout au long de cette webconférence poster vos commentaires, vos questions aussi à Pierre Souvé. Vous pourrez aussi témoigner de ce que vous-même vous mettez en place ou des hypothèses de travail qui sont les vôtres ou de vos attentes par rapport au sujet que l'on va évoquer. Alors, quelques éléments sur notre programme. On a avec Pierre Souvé séquencé cette webconférence de la manière suivante. On va en premier lieu aborder le concept de une seule santé, One Health. Ensuite, on se penchera sur les déterminants de santé. Et puis, on verra plus particulièrement l'impact sur la santé des facteurs environnementaux, de la pollution de l'air, du bruit et des perturbateurs endocriniens. Et puis, on verra en conclusion quels changements de comportement sont possibles et à quelles conditions. Alors, je vous le répète, hein, n'hésitez surtout pas à poster tout au long de l'événement et je m'efforcerai de relayer en temps réel vos différentes interrogations pour que ce soit le plus interactif possible. On va voir tout d'abord avec vous, Pierre Souvé, ce concept de One Health. Alors, One Health, ça nécessite tout d'abord de se pencher sur la définition de ce Mhm. qu'on entend par santé. Ben oui, la bonne santé, c'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Alors, les bien-être physiques, si vous voulez, on est malade, on n'est pas malade, mais si on n'est pas malade, c'est la qualité de notre capacité physique, la qualité de nos relations sociales. Si vous mourrez tout seul d'un Covid si vous avez un Covid, que vous êtes tout seul, que personne ne vous appelle, ah ben, vous n'êtes pas en bonne santé, en fait, notamment sociale et bien sûr mentale. Et de nos jours, évidemment, avec l'éco-anxiété, ces virus qui nous ont perturbés, c'est un élément extrêmement important. Le cerveau n'est pas déconnecté de notre organisme, hein. On a des connexions directes de l'intestin euh, au cerveau, donc on croit toujours que voilà, il y a notre tête en haut et notre corps en bas. Ben non, tout est lié. Et donc, c'est un élément important. Je m'intéresse de plus en plus à cet aspect social. Au dernier congrès des cardiologies, il y avait une session cœur et psychiatrie. Et donc, quand vous avez un infarctus, par exemple, ben,
il faut demander aux patients comment vous vous sentez mentalement. Est-ce que vous êtes complètement déprimé, etc. Eh bien, il y avait 6 cardiologues à cette session qui liaient le cerveau et ses conséquences après un accident cardiaque et ça m'a vraiment désolé. Donc, cet aspect mental et social, c'est extrêmement important. Donc dans une seule santé, il y a. Alors, j'aimerais juste, Nicolas, que les gens qui sont connectés, éventuellement par le chat, disent qui ils représentent. J'ai une idée après de qui était présent. Donc, un petit mot, tac, je fais ça dans telle collectivité, etc. Donc, ça m'intéresserait si vous pouvez écrire un petit mot. Donc, la santé publique, la santé globale, donc tous les êtres humains, une seule santé. Donc, ça regroupe, hein, vous verrez la signification, les santé humaines, animales, végétales et l'équilibre des écosystèmes. Et puis, il y a le concept santé planétaire qui prend en compte les limites des ressources de la planète. Mais évidemment, si vous avez une politique d'une seule santé, forcément, les conditions socio-économiques voire politiques de votre vision vont faire que vous allez tenir compte des limites planétaires. Donc, pour moi, il n'y a pas d'opposition entre santé planétaire et une seule santé, que chacun essaie d'opposer les uns, non pas du tout. C'est simplement avoir une vision globale. Et Nicolas, est-ce que je peux raconter l'histoire du vautour? Je ne sais plus si j'ai mis une diapo sur les vautours en Inde pour expliquer ce lien. Allez-y, je vous en prie, pas de souci. Ouais. Donc, pour vous expliquer pourquoi une bonne action peut engendrer des catastrophes. En Inde, les vaches sont sacrées. Pour ceux qui sont allés, ils savent que les vaches sont sacrées, déambulent, même quand elles sont vieilles, eh bien, on ne les ramasse pas, on ne les tue pas, même on les soigne. Et moi, j'ai visité des hospices pour vaches. Hein. Vous vous rendez compte, des hospices pour vaches qui sont abandonnés dans la rue, qu'on récupère, qu'on met dans des hospices. Et les vieilles vaches rhumatisantes, eh bien, à une époque, on leur faisait des injections d'anti-inflammatoires, le diclofénac. Je ne vous dis pas le nom pharmacologique, mais ça se vend en France toujours en pommade et en comprimé. Et ce diclofénac est toxique pour les reins des humains, mais aussi pour les reins des animaux. Alors, pas les reins des vaches. Donc, les vaches, on reçoit leur piqûre de diclofénac, mais comme elles sont vieilles, elles finissent par mourir. Et en Inde, surtout dans le nord, ce sont les vautours qui venaient nettoyer. On ne ramasse pas les carcasses, c'est pas comme chez nous. Hein. Et les vautours, en venant manger les carcasses pour un certain nombre contaminés, entre guillemets, par le diclofénac dans les muscles, eh bien, absorbent ce diclofénac qui détruit leurs reins. Et tous les vautours disparaissent. Donc, de soigner des vaches avec un anti-inflammatoire, une bonne action, hein, entraîne la disparition d'une espèce. Bon, vous me direz, les vautours, c'est pas utile. Eh bien, si. Parce que ces carcasses qui restent au sol, ben, les chiens errants ont trouvé de quoi manger, ils ont proliféré. Et puis il se trouve que les chiens, il suffit qu'il y en ait un qui ait la rage, comme ils sont comme les humains, ils se battent très volontiers, eh bien, des chiens errants se battent à la rage et le fil a plein de chiens. Et du coup, ces chiens vont après mordre les humains. Il y a eu jusqu'à 30 000 morts de la rage en Inde dans l'année, sur plusieurs années, est-ce que vous vous rendez compte? Et du coup, évidemment, il y a eu un coup sanitaire, il a fallu vacciner, lutter contre les chiens, essayer de soigner les gens, parce que si vous ne faites pas le vaccin, vous mourrez, ramasser les carcasses, donc un coût humain, un coût sanitaire et un coût financier considérable. Et qui plus est, certaines ethnies du Nord, leur lien après la mort avec le ciel, c'était les vautours. Ben, les vautours ayant disparu, ils ont perdu ce lien. Donc évidemment, après cette catastrophe, le Népal, l'Inde ont arrêté de soigner les vaches rhumatisantes, les vieilles vaches avec du diclofénac, mais c'est pour vous dire qu'une bonne action, soigner des vaches vieilles et malades, a entraîné toute une série de catastrophes. Ah oui, et on voit toutes les implications effectivement, et d'où la nécessité d'avoir cette approche intégrée que vous défendez. On voit la diapo. Je vous précise juste, Pierre, que voilà, on a des participants qui ont commencé à répondre à votre appel. Une première participante qui nous dit: je suis en gestion de carrière des agents d'une commune de 3000 habitants. Une autre qui nous dit qu'elle est chef de service RH au centre de gestion de Loire-Atlantique. Une troisième qui est infirmière en santé au travail, au centre de gestion également. Pour les autres, voilà, n'hésitez pas à nous renseigner. Effectivement, ça pourrait être important pour la suite de la discussion. Je vous laisse, Pierre, commenter Oui, cette diapo suivante. donc c'est une approche intégrée, donc c'est l'Organisation des Nations Unies, c'est l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'Organisation de la santé animale et de l'alimentation, la FAO, la Food
alimentation et organisation qui ont créé ce concept. Ce n'est pas le concept de la CEF ou de Pierre Souvé, c'est vraiment un concept international. Je vous donne un exemple tout bête. Vous venez me voir comme cardiologue, vous avez de l'hypertension artérielle. Alors je vais vous dire, ah, vous mangez salé, hein, vous mangez du saucisson, vous mangez du pâté, c'est pas bien, vous bougez pas, très bien, vous buvez de l'alcool, ça fait monter la tension. Mais qui va vous demander, est-ce que vous habitez dans une vieille maison à Nantes, par exemple, où il y a des tuyaux en plomb encore au bas de l'immeuble? Le plomb est un facteur de risque d'hypertension artérielle. Une seule santé, c'est à la fois pour l'humain une vision large. C'est pas seulement les éléments classiques, le sel, l'alcool, le tabac. C'est avoir cette ouverture. Et donc, dans chaque décision que vous devez prendre dans les collectivités, il faut avoir cette ouverture de vue et se dire, ben voilà, ça sera telle ou telle conséquence. Voilà. C'est ça que je veux essayer de faire passer. Ne Alors, pas on va, rester dans l'aspect euh, silo, comme on décrit souvent dans les ministères, chacun travaille oui, dans son coin. Eh bien oui. non, dans les collectivités, ben, le service de la santé, il travaille avec l'urbanisme, il travaille avec les transports, il travaille avec la médecine du travail, etc. Il faut vraiment décloisonner tout ça. Alors, je vous livre encore quelques contributions de nos participants, une responsable ressources humaines, une personne qui travaille dans le développement territorial et les relations au public, une autre dans la prévention des risques professionnels. Voilà quelques-unes des contributions de nos participants. Alors, on va évoquer les déterminants de santé avec le quiz qui vous est proposé, qui apparaît à l'écran. Il y a 12 déterminants de santé. Vous allez nous en parler, hein, Pierre Souvé, Mm. d'ici quelques minutes, quelques dizaines de secondes. Mais on va vous demander, pour tous ceux qui sont connectés, d'en choisir un parmi les 5 principaux qui sont affichés. Le système de soins, premier choix, est-ce que c'est le déterminant de santé principal? Les facteurs socio-économiques, deuxième choix. Les facteurs environnementaux, troisième choix. Les comportements individuels, quatrième. Et le patrimoine génétique, cinquième choix potentiel. Donc voilà, on va vous laisser un tout petit peu de temps, quelques dizaines de secondes peut-être pour faire votre choix en sélectionnant l'un de ces 5 facteurs. Donc 12 déterminants de santé, on va les détailler tout à l'heure. On en a retenu ensemble, voilà, 5 principaux. Et on vous propose d'en choisir un parmi ces 5. Voilà, ceux que vous considérez comme le principal. En attendant, voilà, d'autres participants nous ont livré leur fonction. Directeur délégué attractivité et proximité aussi d'une collectivité qui est également connecté. Donc voilà, peut-être que on peut d'ici une quinzaine de secondes visualiser, si vous le voulez bien, les résultats. En suspense, hein. Absolument. Donc il reste, voilà, il reste un tout petit peu, voilà, c'est fini. On va pouvoir voir apparaître le résultat. 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Alors, vous avez choisi à 44% les facteurs socio-économiques. Juste après viennent un peu à égalité le système de soins et les comportements individuels. En quatrième position, les facteurs environnementaux. Et en cinquième position, le patrimoine génétique. Alors, quels étaient les bons résultats? C'est quoi le bon ordre d'arrivée, Pierre Souvé? Alors, le Bornand, c'est le premier à gagner, mais
ensuite, ce sont les facteurs environnementaux et le système de soins. On peut peut-être passer la diapo, vous verrez, et plus loin, devant les comportements individuels et devant, bien sûr, le facteur génétique. Alors évidemment, je fais une intervention à des enseignants et quand je dis que le système de soins, c'est que 15% des déterminants de santé, j'ai dit oui, si vous faites un infarctus ce soir c'est 100%, hein, on est bien d'accord, hein, vous allez survivre grâce au système de santé. Mais sur l'ensemble d'une vie, ce sont en effet les facteurs socio-économiques, l'accès à l'emploi, les revenus, l'alimentation, l'accès à l'alimentation saine, à la culture, l'éducation. C'est fondamental l'éducation, ça fait partie de ces facteurs socio-économiques. En deuxième, les facteurs environnementaux. Vous allez voir après les diapos du nombre de pathologies liées aux facteurs environnementaux. Le système de soins, bien sûr qu'il faut qu'il soit accessible, hein, on connaît les difficultés actuelles. Les comportements individuels. J'avais fait une tribune dans le quotidien du médecin, j'avais dit, est-ce que vous pensez que pas fumer, pas boire suffit à rester en bonne santé? Ben, autour de nous, on sait très bien que ce n'est pas forcément le cas. Ça compte, hein, évidemment. Je ne vais pas vous dire de fumer, il ne faut pas fumer. Mais c'est derrière, et bien sûr, le patrimoine génétique. Alors, sur la génétique, on parle d'épigénétique aussi. Vous savez qu'on a des gènes qui s'expriment ou pas. Donc, par exemple, il y a certains pesticides qui vont bloquer des gènes oncosuppresseurs, c'est-à-dire suppresseurs de tumeurs. Et donc, on peut avoir à peu près tous les gènes qu'il faut, mais suivant l'influence de l'extérieur, ils vont s'exprimer ou pas s'exprimer. Évidemment, quand c'est un gène qui détruit les tumeurs, s'il ne s'exprime pas, c'est une mauvaise chose. Voilà, l'épigénétique est vraiment un élément essentiel dans les liens entre la santé et l'environnement. Oui, et on peut imaginer que très souvent, ces facteurs environnementaux sont nettement sous-estimés, j'imagine, hein, quand vous faites même oralement ce type de questionnement. Eh oui, vous allez voir les chiffres là. Si je vous convainc pas, alors de tout, c'est que je vous convainque, mais sans que vous ayez envie de dire à la fin, de toute façon, il y a tellement de choses que je peux rien faire. Donc, à la fin, euh, euh, je vous donne quelques pistes pour voilà, même commencer petit, mais avoir de la progressivité, parce que sinon, on se dit, mon Dieu, il y en a tellement que je ne pourrais rien faire. Ben si, vous allez voir que vous pourrez faire avec beaucoup de progressivité et que ça valorisera à la fois vous, ceux qui vous entourent et vous en ferez bénéficier tous les gens de vos collectivités ou de votre entourage. Je l'ai raconté à M. Lagrange, à Nicolas, j'ai un copain dentiste qui me dit ah, tu nous gonfles avec ton bio, avec etc. J'ai dit ben, oui, quand tu viens manger chez moi que c'est bio, ben, je sais que c'est meilleur pour la santé, je me fais du bien, je te fais du bien et je fais du bien après à mes enfants, etc. J'ai de la chance, hein, parce que moi, j'ai des conditions socio-économiques qui sont favorables. Et là, on rejoint une injustice. Et je lui dis, mais je ne vais pas m'excuser de faire du bien, quoi. C'est quand même incroyable. Presque, il faut que je m'excuse. Excuse-moi de te donner des choses qui sont bonnes pour toi. Et donc voilà, vous passerez, si vous vous engagez parfois pour le casse-pied de service, eh ben non, ben faire du bien, on doit en être, je pense, assez fier. Voilà, donc l'estime de soi aussi, c'est un élément important dans l'action. Alors là, on voit les 12 déterminants en question, hein, et vous aviez mis l'accent sur quelques déterminants Oui, principaux. Et puis, on va les reprendre un par un, en tout cas les principaux, en commençant justement par, au global, ces facteurs environnementaux, puis ensuite on verra quelques-uns de ces facteurs en particulier. Ces facteurs environnementaux, avec tout d'abord un terme barbare que vous allez nous expliquer, Pierre Souvet. oui ben, l'exposome, ça rejoint les déterminants de santé. Donc vous avez compris, dans les déterminants de santé, le rôle des collectivités, le système de soins des médecins. Voilà. Donc vous avez un rôle, notamment éducatif, d'amélioration des conditions d'urbanisme, etc., qui est extrêmement important. Sûrement, largement aussi important, si c'était plus que moi avec la prescription de mon comprimé ou du fait de dire ah, il ne faut pas fumer. Oui, bien sûr. Donc c'était le point important. Et donc l'exposome rejoint en fait ces éléments. Les facteurs généraux externes, ben, c'est ce qu'on a vu, les déterminants socio-économiques, le capital social, le niveau de diplôme, le niveau de vie, l'éducation, là ça n'a pas été rajouté, mais c'est l'éducation. Les facteurs externes spécifiques, c'est-à-dire ceux à quoi vous êtes exposé, à la fois volontairement, tabac, alcool,
et puis tous les polluants auxquels vous êtes exposés, pollution de l'air, perturbateurs endocriniens, vous verrez que tout le monde y est exposé, donc ne nous affolons pas, mais agissons. Et les facteurs internes. Alors j'adore, pour avoir discuté avec Nicolas, lui, il peut boire 4 bières sans être pompette du tout. Et moi, au bout d'une bière, je suis pompette, hein, parce que je détoxifie différemment de lui. On n'est pas pareil avec Nicolas Lagrange. Hein, on a des microbiotes intestinales. Je vous rappelle que dans le microbiote intestinal, nous avons 100 000 milliards de microbes à l'intérieur de notre intestin. Vous entendez bien ce chiffre. Donc, c'est tout un équilibre entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Les bonnes bactéries prenant la place des mauvaises, et à l'inverse, si on détruit les bonnes, ben c'est les mauvaises qui parlent. Et donc, forcément, nos défenses, ça joue sur l'immunité. On sait qu'il y a des enfants qui habitent à la campagne, qui sont au contact de la nature, ont beaucoup moins d'asthme que les enfants qui habitent en milieu urbain sans contact avec la nature. Parce que justement, ce microbiote, c'est très enrichi et permet de lutter d'améliorer le système immunitaire, lutter contre les allergies. Il y a une étude incroyable, je me permets de la raconter, c'est les enfants nés par césarienne. Quand vous naissez, bon, j'ai fait des accouchements, même si je suis cardiologue, donc l'enfant qui naît par voie basse normale est en contact avec les sécrétions vaginales, souvent fécales, de la maman. Donc, il est quasiment stérile, hein, j'exagère, mais donc il s'enrichit des microbes de la mère à la naissance. S'il est né par césarienne, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a une étude en Finlande où dans le premier biberon de l'enfant qui vient de naître par césarienne, on lui met un quart des selles du caca de la maman, pour tout de suite recréer un microbiote comme s'il était né par voie basse. Et en effet, c'est ce qui se passe. Et là, ils étudient pendant 3 ans les effets de ces enfants qui ont reçu un peu de caca dans le premier biberon, il faut allaiter, c'est mieux, hein, dans le premier biberon par rapport à ceux qui ne l'ont pas reçu. Et sur les 3 premières années, ils vont étudier les allergies, et les défenses immunitaires, voir s'ils sont plus malades, etc. Une étude en double aveugle, extrêmement sérieuse. Donc, ces microbiotes qui sont perturbés par les antibiotiques, par beaucoup de médicaments, un tiers des médicaments perturbent le microbiote, mais aussi par le manque de contact avec la nature. Et donc, il y aura un exemple après. Et donc, voilà, j'insiste parce que c'est extrêmement important. Il y a même des symptômes d'autisme. L'autisme est lié à une dégradation de votre microbiote qui survient avant les symptômes d'autisme. Et il y a eu des études où il y a des greffes de sel, justement, en réintroduisant un bon microbiote dans l'intestin, les symptômes d'autisme s'amélioraient, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, quand il y avait un mauvais équilibre de ces milliards de microbes dans l'intestin. Ouais, et là, on voit apparaître effectivement la diapo que vous nous avez préparée sur les causes de mortalité dues à l'environnement avec un boom des maladies chroniques et là aussi un classement qui est un peu surprenant, en tout cas contre-intuitif. Oui, ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé, hein, c'est les diapos de l'OMS. Et donc, vous voyez que les maladies liées à l'environnement et la mortalité, en l'occurrence, ce sont les maladies chroniques. Bien sûr, il y a des zoonoses. Bien sûr, si vous avez le moustique tigre qui transmet le chikungunya ou la dengue en Loire-Atlantique, il faut s'en occuper, on est bien d'accord. Mais vous voyez, c'est très loin derrière. Le paludisme, toujours trop, hein, 260 000 décès. Les accidents vasculaires cérébraux, les cardiopathies ischémiques, les artères qui se bouchent au niveau du cœur, il y a les traumatismes, les cancers, les pneumopathies. Les maladies liées à l'environnement sont des maladies chroniques. Et l'OMS nous dit qu'il faut améliorer notre environnement pour améliorer notre santé. Il n'y a pas de bonne santé sans un environnement sain. Le Lancet, c'est un des plus grands journaux médicaux au monde, a fait une étude sur les mortalités dans le monde. La première cause de mortalité dans le monde, ce sont les pollutions modernes, pollution chimique, pollution de l'air, devant le tabagisme actif et passif. Et vous voyez, après, malnutrition, drogue, les maladies transmissibles, tuberculose, sida, malaria, puis les violences et les accidents de la route. La première cause de mortalité dans le monde, on est quasiment à 10 millions, ce sont les maladies chroniques, les pollutions modernes. Et d'ailleurs, en 20 ans, ce camembert rouge-là est monté de 66%. Il y a eu une augmentation de 66%. Donc, vous voyez que si on mettait autant de moyens sur les pollutions que sur ce qu'on dit sur le tabagisme, il ne faut pas fumer, ben, vous voyez qu'on ne serait pas loin de la vérité. Et donc, l'enjeu est considérable.
Alors ça, je vous l'ai mis. Ouais, celle d'avant, c'était juste, Nicolas, c'était juste l'augmentation de mortalité en France. Alors, évidemment, il y a les tranches d'âge. Vous voyez, il y avait 8 morts pour 1000 habitants en 2004, et là, il y a un rebond. Alors, vous allez me dire, c'est le Covid, hein, vous voyez, 2020. Puis, il se trouve qu'en 2022, il y a eu près de 58 000 morts inattendus, non liés au Covid, en plus. Donc, il y a eu une augmentation. Les tranches d'âge ne bougent pas trop. Donc, ils n'ont pas tellement d'explications sur la tranche moins de. Alors, j'avais noté, parce que j'ai regardé ce matin, le moins de 34 ans. En 2022, il y a eu presque 1000 décès de plus pour les moins de 34 ans que l'INSEE n'explique pas. Il n'y a pas eu plus d'accidents de la route, pas eu plus d'accidents tout court. Donc, on ne sait pas. Voilà. Donc, il y a une interrogation qui n'est pas levée pour l'instant sur cette augmentation, notamment dans les tranches d'âge les plus jeunes. Évidemment, les plus âgés, les plus de 65 ans, il y a eu 11% de décès en plus qui n'étaient pas prévus. Mais voilà, c'est une interrogation qu'il va falloir lever. Ça, c'est les pathologies. Alors, l'environnement, c'est multifactoriel, on est bien d'accord. L'histoire c'est l'amiante, c'est un truc. Le tabac, c'est quoi? C'est des centaines de produits toxiques, hein. C'est des hydrocarbures aromatiques, c'est du cadmium, c'est l'arsenic, etc., etc. C'est multifactoriel. Je ne peux pas vous dire que tout ça est lié à l'environnement, mais il y a des éléments qui interpellent. Le premier, c'est les cancers. Les cancers, l'Institut national du cancer, l'INCa, nous disait en 2018, il y avait 382 000 nouveaux cas de cancer par an. Quand je pose la question, combien de nouveaux cas de cancer par an, on me dit 50 000, 100 000, 105 380 000. Et d'un coup, ils sont passés en 2023 à 433 000. Bien. Il n'y a pas de registre cancer en France généralisé. Il y en a un à Loire-Atlantique, mais pas généralisé. Paris, Lille, Marseille, Lyon, ils sont pas, les zones très urbanisées ne sont pas dans les registres cancer. Nous n'avons pas de chiffres extrêmement précis. C'est pour ça que l'OMS, avec une modélisation un petit peu différente, nous dit, mais moi en 2022, je dis qu'en France, il y a 483 000 nouveaux cas de cancer. Ah, ça commence à faire beaucoup quand même, hein. Peut-être que agir en amont, il faut dépister, on est bien d'accord, hein, ça évitera les cas graves, mais quand même. Et vous voyez, allez, alors oui, le cancer du sein, on le dépiste, bien sûr, mais on a de plus en plus jeunes, vous verrez la diapo après. Et puis, le cancer du sein, une première incidence au monde, c'est la France, hein, quand même. Puis des cancers qui sont pas liés à la vieillesse, au vieillissement, ni au dépistage. Cancer du testicule, c'est un cancer du jeune, hein, plus 1,5% par an d'incidence. Le cancer du cerveau, glioblastome, plus de 3% par an. Cancer du pancréas, celui-là, il est compliqué d'y survivre, hein. Ce sera la deuxième cause de mortalité par cancer en France à partir des années 2030. On est à plus de 3% chez la femme et 2,7% chez l'homme. Nous sommes la troisième incidence au monde de cancer du pancréas. Juste derrière qui? La Hongrie, 9 millions d'habitants. Et l'Uruguay, 3 millions d'habitants. Nous sommes les premiers devant tous les grands pays similaires au monde. Et à la fin, je vous donnerai une des explications plausibles dont personne ne veut parler. Bon, les troubles respiratoires, allergiques. Je voulais juste revenir à droite sur les spermes, sur les spermatozoïdes. Moins 1,9% du nombre de spermatozoïdes par an, encore plus depuis 2000, et en plus, ils sont vilains. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un bon tiers qui bouge bien, qui n'a pas d'anomalie, qui est vigoureux. Donc, un seul tiers est en très bon état. Et donc, si ça continue, c'est comme les insectes, hein. On est quasiment à 2% de moins tous les ans. Si ça continue, je crois, il y a 25% de gens qui consultent pour des difficultés à concevoir. C'est un enjeu aussi. Les absences testiculaires en bas à droite, là aussi, ce n'est pas un cancer du dépistage, ça augmente tous les ans. Alzheimer, au milieu, en bas, 225 000 nouveaux cas d'Alzheimer par an. Alors, vous dites les gens vieillissent, mais un élément important, nous sommes intervenus à l'Assemblée nationale pour les aidants, les Alzheimer. Souvent, les aidants des gens en difficulté meurent avant les gens dont ils s'occupent. Il faut absolument avoir une politique pour les aidants qui soit beaucoup plus protectrice. Et en bas à gauche, on le voit autour de nous, les troubles du spectre autistique, baisse du quotient intellectuel, hyperactivité. Alors donc là, en France, on dit c'est 7 pour 1000, mais il y a des régions, c'est plus de 1%. Aux États-Unis, ça a triplé en 20 ans.
Et là aussi, les perturbateurs endocriniens, notamment, ont un rôle important dans ce qu'on voit autour de nous, quoi, hein, ces enfants. Ce n'est pas que les écrans, les perturbateurs endocriniens ont un rôle important. Et on voit effectivement la hausse de ces pathologies que vous évoquiez. Et oui, c'est pour ça que, comme elles sont potentiellement liées à l'environnement, on ne peut pas se contenter de la faire à l'ancienne. Hein. Il faut mettre les chaussures de sécurité, il faut lutter contre l'amiante et le tabagisme, mais ce n'est pas suffisant. Et regardez les dépenses de santé. En haut à droite, dépenses de l'assurance de maladie, et au-dessous de ce carré en haut à droite jaune, vous avez les dépenses courantes de santé. C'est-à-dire dépenses de la Sécu, des Sécu, dépenses des mutuelles, vous avez vu qu'elles ont pris 8% hein, cette année, hein, et dépenses de votre poche, hein, quand vous allez acheter par exemple de la vitamine D, de l'UV-dose, ce n'est pas remboursé. En 2012, 243 milliards, revenez à celle d'avant, et en 2022, 313 milliards. Comment voulez-vous que notre système survive avec une explosion de ces dépenses? En dessous, c'est l'augmentation annuelle des dépenses. Ils avaient prévu en 2023 une baisse, mais non, ce ne sera pas moins 0,6, ce sera plus 4,8. Et la Caisse nationale d'assurance maladie, il y a plus de 20 millions de patients, de personnes en France qui sont atteintes de maladies chroniques. Alors, l'hypertension artérielle, par exemple, est une maladie chronique, mais pas une affection longue durée, puisqu'on a supprimé les affections longue durée. Il y a à peu près 11 millions déjà d'affections longue durée. Et ce sont essentiellement les pathologies cardio, neurovasculaires, le diabète. Nous aurons presque 500 000 patients diabétiques entre 2018 et 2023, d'après ce rapport d'ACTAM qu'il faudra traiter, et encore plus de patients cardiaques, des cancers, etc. Donc, sans politique de prévention, on ne pourra pas continuer à entretenir ce système qui me va très bien, puisque moi j'étais secteur 1 et que je soignais aussi bien le plus riche que le plus pauvre. Ouais, et alors si on regarde effectivement qui dépense le plus, eh bien, et c'est présent sur votre diapo, 2 tiers Ouais. sont à la charge des collectivités. Oui, heureusement qu'ils sont là. Hein. Là, il y a le plan national, le plan régional santé environnement PACA. L'agence régionale de santé donne 300 000 euros. Vous entendez bien, 300 000 euros. Vous avez vu les enjeux? La région, heureusement, donne 300 000 euros. Hein, autant que l'ARS. Et dans cet ensemble de 6 milliards dépensés globalement pour la santé environnement, sur 313 milliards, il y a la gouvernance, la communication. On n'est pas vraiment forcément dans l'action. La sécurité, donc le ministère de la Santé donne 200 millions par an sur 313 milliards de dépenses courantes de santé. Je trouve que ce n'est pas normal. Et par bonheur, les collectivités payent, financent et donc, je le répète, ont un rôle fondamental à jouer. Et puis alors, petit clin d'œil. Oui, voilà, hein, c'est ce qu'on voyait avant, le goût merveilleux. J'ai même vu une pub où c'était le tabac donne des enfants de bas poids de naissance, donc pour rester mince, même enceinte, fumer, quoi, vous voyez. Même ça existait. C'est une marque américaine. Alors si, chez vous participants, vous avez des questions, des précisions à demander à Pierre Souvé, n'hésitez pas, hein, partagez-le sur l'onglet, Q&R, je le relayerai naturellement. Peut-être, un mot, Pierre Souvé, sur ce point important des dépenses de santé dans les collectivités, comment pourrait-elle être peut-être orientée un peu différemment, peut-être orientée plus sur la prévention? On sait que c'est le gros point faible de la France d'une manière générale. Oui, globalement, c'est 1 à 2 dans lequel on inclut le dépistage. Hein. Bien sûr qu'il faut dépister. Hein, il n'est pas question de supprimer le dépistage ou la qualité des soins, bien entendu. J'ai été auditionné par la Caisse nationale d'assurance maladie qui ne veut plus être seulement des payeurs. Et donc, dans son objectif, il s'agit de faire la prévention en santé environnement. Et donc, j'aurais fait une première proposition, c'est notamment par les CPTS. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les CPTS, c'est les communautés professionnelles territoriales de santé. C'est dans votre territoire, les pharmaciens, les infirmiers, les kinés, etc. Tous les acteurs de santé s'allient entre eux pour faire une communauté pour l'accès aux soins et pour la continuité des soins. Mais ils ont un volet prévention. Et il y a un maillage territorial très important. Quasiment toutes les pharmacies sont actives. Et donc, il faut qu'ils fassent de la prévention en santé environnement. Donc, il faut qu'ils soient formés à ça. Parce que les chiffres que je vous montre, il y a plein de médecins et autres qui ne savent pas.
Donc, il faut d'abord les sensibiliser. Et j'ai dit à l'ACTAM, il faut chercher des alliances. Le pro de santé avec son patient 1 en face de lui, qui essaie de lui passer, alors qu'il est débordé, les messages, il n'y arrivera pas. Il faut donc arriver à faire des sessions collectives avec notamment les collectivités, mais ça peut être les associations de quartier, ça peut être les associations tout court, ça peut être l'éducation nationale. Nous, on fait avec le rectorat d'Aix-Marseille des visios sur la France entière pour les profs qui veulent bien, pour les sensibiliser, et en direct dans les classes. Il y a eu plus de 500 établissements qui l'ont fait cette année. C'est rien, c'est 15 000 élèves, mais si moi je vais dans une classe tous les jours, je n'arriverai pas à 15 000 élèves. Donc, il faut arriver à trouver ces alliances et les collectivités doivent se rapprocher de l'éducation nationale et des CPTS ou inversement, ou des maisons médicales pour arriver à créer ces synergies et à toucher le maximum de population d'un coup. Oui, c'est à la fois créer ces alliances et puis identifier en interne des ambassadeurs qui seraient formés et qui, à leur tour, pourraient former les collaborateurs, les agents. Et ça, aujourd'hui, alors, euh, qu'est-ce que vous conseilleriez comme format justement de sensibilisation à ces facteurs environnementaux? Parce qu'on voit bien à travers votre propos, on a bien vu que finalement, ça a embrassé énormément de sujets et on n'est pas au bout de nos découvertes. Voilà, vous allez nous en dire un petit peu plus. Mais du coup, la question que se posent souvent les collectivités, les établissements, c'est par quoi je commence, quels acteurs je vais voir, est-ce qu'il y a des personnes ressources en particulier, est-ce que je peux me faire appel à des experts externes ou peut-être entreprendre un parcours ou des modules de sensibilisation en interne. Vous avez tout cité, ça peut commencer par ce soir, par exemple, pour essayer de comprendre que vous, ça va vous apporter chez vous. Euh, Parce que c'est difficile de convaincre les autres si on n'est pas convaincu et qu'on ne peut pas agir pour soi déjà. C'est pas égoïste de dire j'agis pour moi, je me fais du bien et donc après je vais passer le message. Et puis après, quand on veut aller plus loin, on peut faire des modules. Alors ça peut, le CNFPT se lance dans ça, hein. Le CNFPT a un module santé-environnement qui progresse. Nous, on doit aller faire des éléments sur le ménage, le bioménage, en limitant l'utilisation des biocides. Donc il y a des ressources qui sont très accessibles aux collectivités, comme le CNFPT qui s'est lancé, avec qui on travaille. Et après, il y a des modules plus importants, plus importants. Sur former des formateurs ou des référents, nous, par exemple, c'est une demande du rectorat de la région Sud, hein. On veut qu'il y ait des référents qui aillent eux-mêmes des référents qui peuvent être un prof, hein, pas forcément le médecin scolaire, hein, qui peut aller porter le message après dans les établissements. Donc, vous avez des ressources, on vous mettra après le replay des éléments, mais il faut absolument qu'il y ait la volonté des chefs de service pour aller. On avait rencontré le président, M. Deluga, je crois, du CNFPT, qui avait dit moi, je veux former tous les agents, catégorie C, ceux qui font le ménage ou autres, de toutes les catégories, des directeurs de service aux catégories C. Il n'y a pas des, il y a pas, voilà, et à former tout le monde. Et tout le monde en bénéficiera au travail et à la maison. Alors, on va entrer dans le détail de certains facteurs environnementaux et en commençant par l'enjeu de préservation de la biodiversité, un enjeu qui peut paraître un peu lointain, peut-être un peu inaccessible. Et voilà, vous allez nous expliquer en quoi c'est pas si lointain et inaccessible Ouais. que ça. Donc, je vous l'ai dit, hein, à l'intérieur de notre intestin, c'est intestin, notre bouche, nos oreilles, hein, toutes nos cavités et notre peau. Voilà, notre peau, il y a des millions de microbes là, et donc qu'on ne voit pas. Donc la biodiversité, c'est nous, et c'est tout le vivant en fait, et nous en faisons partie. On travaille avec Humanité Biodiversité, que présidait Hubert Reeves, un astrophysicien, et d'autres, comme la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, et l'Union internationale de conservation de la nature. Nous avons fait une alliance, nous sommes l'acteur médical, avec ces acteurs-là, avec la Fédération nationale des syndicats vétérinaires et aussi la Société française du droit de l'environnement, parce que nous souhaitons que cette vision une seule santé rentre en fait, soit par une loi, soit par des textes réglementaires.
Et donc, on a discuté avec le comité d'animation des territoires du plan national santé environnement. On nous a dit à juste titre, on est tout à fait d'accord, mais il nous faut des moyens. Donc, il faut arriver à dégager les moyens pour que les collectivités, par les PLU, les SCOT, les SRADET, etc., puissent agir efficacement. Voilà, donc là, un exemple de décloisonnement. On est allié au veto, à l'Union de conservation de la nature, à France Nature Environnement aussi. Et voilà un exemple simple. Et on est beaucoup plus fort, même si on galère un peu à faire passer le message, mais bon, on est beaucoup plus fort. Un exemple simple d'amélioration, donc vous n'avez pas mis sur 143 études les bénéfices d'espaces verts. Donc on a revu toutes les analyses sur 290 millions de personnes. Donc d'abord, c'est les personnes à faible statut économique. Dans cette étude, restez assis. Quand vous bénéficiez d'espaces verts de bonne qualité, évidemment, si on épargne les pesticides à côté, vous avez un sur-risque de cancer, donc c'est de bonne qualité. Le risque de mortalité globale est diminué de 31%. Le risque de mortalité globale est diminué de 31%, le risque de mortalité cardiovasculaire de presque 20%, le risque de diabète de 28%, moins d'enfants de bas poids de naissance, une meilleure fertilité. Donc, l'environnement, ce n'est pas que des catastrophes, c'est des effets absolument ahurissants. La suivante. Et donc, on le retrouve. Donc, la suivante, on reviendra après sur ça. Alors, sur les effets très simples au travail, c'est des gens qui vont faire une petite balade. Vous savez que les Français sont trop sédentaires. Hein. Là, on publie un guide d'activité physique et environnement. Les enfants français, par exemple, en termes d'inactivité physique, alors on peut être sédentaire, c'est-à-dire comme moi, assis là ou couché, et faire quand même l'activité physique. L'inactivité physique, les enfants français sont 119e sur 136 pays. Sur 146, pardon, 119 sur 146. Et les filles, c'est pire, 137e sur 146. Donc, c'est ahurissant, quoi, le manque de fait de bouger. Eh bien, si vous êtes bougé 20 à 30 minutes, donc par exemple à la pause, votre taux de cortisol salivaire, qui est une hormone de stress, le cortisol, hein, comme l'alpha-amylase, diminue de presque 20%. 20 minutes de marche diminue votre hormone de stress. Ça va améliorer votre concentration. À l'école, d'ailleurs, l'activité physique, dans une zone non polluée, évidemment, si vous allez marcher le long du périphérique à Paris, ce n'est pas une bonne idée. Hein. Les performances scolaires sont améliorées dans les écoles où il y a moins de pollution. Donc, rien que ça, au travail, savoir se lever déjà pour lutter contre les sédentarités, 1 à 5 minutes toutes les heures, pas rester assis des heures devant son écran, savoir faire la pause, aller se marcher un petit peu, ou faire sa petite promenade à la pause, à midi, ou le soir en rentrant chez soi à pied, eh ben, c'est un apport considérable. La suivante. Et on le retrouve. Donc là aussi, je vous l'ai mis parce que c'est les effets de la prescription nature sur la tension artérielle et la santé mentale. Ce qui est important de lire, c'est les effets bénéfiques sur les scores d'anxiété et de dépression sont bénéfiques si c'est fait par des professionnels sociaux, pas forcément des professionnels de santé. Et pour la tension, c'est un peu mieux les pros de santé. Donc, vous voyez le rôle, il n'y a pas besoin d'aller se promener avec le docteur. Aux États-Unis, il y a Walk, se promener avec le docteur. Il y a des sessions comme ça. Mais ça peut être fait grâce à ces alliances hein, entre les collectivités et les acteurs de santé. La suivante. Et on retrouve ça. Donc, la suivante, je passe, ça je vais passer. La suivante, c'était les cours des écoles. Je ne sais plus où elle est. Dans les écoles, donc comme je vous l'ai dit, les enfants qui ont un contact avec la nature ont moins d'allergies, une immunité meilleure. Et donc dans les écoles, je ne sais pas où elle est passée, ce n'est pas grave, en Finlande aussi, donc il y a eu des expériences sur verdir les cours d'école. Bon, ça lutte contre les îlots de chaleur, évidemment, hein, donc c'est déjà un point positif, contre la perméabilisation des sols. Le climat social est amélioré parce que moi j'ai connu ça, hein, ma cour en béton, nous on joue au foot au milieu et puis ceux qui ne jouent pas au foot, ils sont dans les coins, ils font rien, ils sont exclus. Eh bien, réintroduire de la verdure, pas du gazon, hein, enfin pas à Marseille, chez moi, hein, ça améliore ce lien social et ça améliore les microbiotes.
Ils ont testé les microbiotes cutanés et intestinales de ces enfants des cours qui ont été végétalisés. Leur microbiote cutané et digestif s'est amélioré avec moins de bactéries pathogènes et plus de bactéries non pathogènes. Donc, ce n'est pas seulement les îlots de chaleur, le climat social, ce qui est déjà beaucoup, c'est aussi une amélioration de vos capacités de défense à l'intérieur de vous. C'est Ouais, ce qu'on retrouve. il y a une participante, Pierre, qui nous dit faire l'école en extérieur, il y a des pays qui le font. Tout à fait. Absolument, mais madame a tout à fait raison, ou monsieur. Euh, oui, oui. Mais notamment dans les pays scandinaves, hein, qui sont très en avance. Hein, voilà. Et vous preniez l'exemple effectivement d'une école. Alors on peut penser aussi bien sûr au département espace vert dans les collectivités qui eux sont peut-être en première ligne pour faire progresser cette biodiversité. Euh, Si on songe cette fois à un établissement, par exemple, qui accueille du public au service d'urbanisme, quel, quel type d'ajustement ou d'approche un peu nouvelle peut permettre de préserver davantage la biodiversité? Parce que il n'est pas simple, surtout dans les agglomérations, de créer de toutes pièces des espaces verts. Donc, ça peut être quoi finalement les actions un peu concrètes, qui ne soient pas cosmétiques, bien sûr, anecdotiques, mais qui permettent de faire revenir un peu ou augmenter cette biodiversité. C'est compliqué, hein. Là, je t'ai fait un topo à la mairie de hier. Elle m'a dit: ah oui, mais si je plante ça, les gens vont être allergiques. J'ai dit: évidemment, on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. On réfléchit, on multiplie les essences. Il y a des spécialistes de ça. Il y a des villes comme Lyon, Paris, Tours qui se sont lancées, Marseille qui se lance, hein. Donc tout ça se fait avec intelligence, avec des gens qui savent quoi. Euh, il faut verdir le cours d'école, mais il faut verdir autour. De toute façon, avec le climat, on est bien obligé. Donc il faut aller vers les spécialistes. Il y a en urbanisme la nouvelle règle des 3-30-300. Voir 3 arbres de chez soi, avoir 30% de couverture boisée autour de chez soi et être à moins de 300 mètres d'un espace vert, pas forcément très grand. Il y a des villes comme Philadelphie, donc c'est pour que l'accès aux espaces verts, qui est un élément du développement durable des Nations Unies, le numéro 7, je crois, où toutes les personnes doivent pouvoir avoir accès à un espace vert, notamment les femmes, les enfants ou les gens qui sont malades, parce que vous avez vu que ça leur apporte beaucoup. Et donc, il y a cet aspect. Philadelphie, il y a des villes comme Harlem en Hollande, Barcelone, il y a un quartier qui s'y met, il y a Saint-Pétersbourg aux États-Unis, il y a Malmö en Suède, dont des villes se lancent. Faire 3, voire 3 arbres, 30% de couverture, ça peut paraître inaccessible, mais c'est une vision qui permet d'aller vers ça. Ouais. Et c'est Donc, là où on voit voilà. bien qu'il faut décloisonner parce qu'on a tendance effectivement à penser urbanisme sans forcément penser à ces aspects-là et inversement un peu en silo. Alors, Excusez-moi, Nicolas, je vous donne un exemple. Si vous ouais. verdissez la cour d'école, donc vous aurez moins de pollution, etc. Si vous continuez à laisser une rue à fort trafic devant l'entrée de l'école où les fenêtres des classes donnent sur la rue, vous n'avez pas tout compris. Il faut aussi s'occuper à la fois de l'intérieur et de se dire à l'extérieur, ben, je vais diminuer la pollution de l'air. Donc, je vais faire, par exemple, des rues des écoles où je vais, voilà, où je vais améliorer la ventilation des classes qui, pour plus de la moitié, n'ont pas de ventilation, en fait, hein, pas de ventilation mécanique. Alors, on y arrive justement à cette Ouais. pollution de l'air, autre facteur environnemental avec cette diapo qui s'affiche, hein. L'air pur devrait être un droit humain selon l'OMS 2021. Et on va évoquer ces éléments-là avec euh, quelques précisions aussi techniques, hein, Pierre Souvé, sur d'où elle vient et puis ensuite ce qui peut être fait avec quelques conseils très pratico-pratiques. Bon, donc la pollution, vous la voyez, c'est des particules et des gaz, des particules qui sont plus ou moins grosses. PM, ça veut dire particules mètres, c'est des tailles de 10 micromètres, donc ça s'arrête ici, hein, c'est pas le problème. Et puis les PM2,5 qui arrivent au fond de l'arbre respiratoire et les particules ultra fines, PUF, qui sont tellement petites qu'elles passent la barrière sanguine et qu'elles peuvent se retrouver dans votre cerveau, dans le placenta, absolument partout. Et leur toxicité dépend de leur taille, plus elles sont petites, plus elles vont pénétrer profondément, et de leur composition. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a plein de bébés. Ça peut être des hydrocarbures aromatiques, cancérigènes pour la plupart, des pesticides, des pollens.
Et donc, c'est la toxicité des particules, c'est leur taille et leur composition. Et puis des gaz, c'est quasiment tout ce qui est issu de combustion, les oxydes d'azote ici, ou oxyde de soufre, c'est l'industrie, et puis l'ozone, évidemment, avec l'été, la triade chaleur, soleil et oxyde d'azote qui crée cet ozone qui a un gaz irritant, notamment respiratoire. Et bien sûr, vous pouvez avoir d'autres particules qui viennent de l'agriculture. Euh, donc la composition est différente, c'est des nitrates ou des sulfates en fonction des engrais qui sont mis. Voire des embruns marins, ça peut être des particules, mais elles sont grosses et pas une composition qui n'est pas agressive, ou des particules de pneus, ou des particules de frein. Par exemple, quand on met des gendarmes couchés, hein, les dodanes là, pour ralentir la circulation, il faut regarder où on les met. Parce que chaque fois que vous freinez, que vous réaccélérez, ben vous générez des particules de frein et des particules de gaz quand vous réaccélérez. Donc on ne met pas le gendarme couché devant, par exemple, l'entrée d'école. On le met plus en amont, par exemple. Vous voyez, c'est des trucs, voilà. C'est comme avec le climat, les trottoirs. Quand je vois encore des trottoirs tout neufs noirs, c'est l'effet albédo. Le noir absorbe la chaleur. Il peut faire plus de 80 degrés sur un trottoir noir et 20 degrés de moins sur un trottoir clair. À Los Angeles, ils repeignent les trottoirs en blanc ou en bleu, enfin en beige ou en bleu. Et ils diminuent la température des rues. Et quand je vois ça, j'avais fait une consultation, c'était le responsable des trottoirs de la métropole de Marseille. J'ai dit l'effet albédo, donc l'absorption de la chaleur par le noir, et il m'a dit qu'est-ce que c'est? Vous vous rendez compte? Responsable de trottoir. J'ai dit on ne doit plus voir un trottoir noir dans une ville. Bon, ça c'était Alors, l'aparté sur les trottoirs. Ça, on il y l'a a, vu, je vous l'ai expliqué, la suivante. il y a une participante, Oui. Pierre Souvé, qui nous dit il faut accepter et faire accepter les mauvaises herbes devant chez soi, mais certains habitants iront se plaindre en mairie. Il faut arriver à convaincre. C'est Oui. moins de risques de TMS pour les agents, car moins de désherbage à réaliser. Tout petit flashback sur notre sujet précédent. Oui, oui, elle a raison, c'est ça, et c'est de la vie qui revient. Et voilà, moi j'interdis à ma femme de couper les herbes, donc j'ai des abeilles qui viennent, maintenant j'ai des fleurs, c'est magnifique, quoi, hein. Et puis, moi, le béton, il y en a marre, quoi, hein. Bon, voilà, donc double intérêt, vous voyez, elle a tout à fait raison. Et donc la pollution de l'air, regardez les conséquences sanitaires de la pollution de l'air. C'est pas simplement je tousse ou j'ai de l'asthme. Le plus important contributeur, ce sont les maladies cardio, neurovasculaires, accidents vasculaires cérébraux, infarctus, cardiopathie ischémique, et donc les conséquences des maladies du cœur, insuffisance cardiaque, arrêt cardiaque. C'est le principal contributeur, 60%. Après, vous avez les aspects, en effet, pulmonaires, asthme, bronchopathie, insuffisance respiratoire, hein, si vous voulez, fibrose. En Chine, il y a eu des fibroses au poumon, le poumon se sèche à cause de la pollution, et bien sûr, cancer du poumon, mais aussi d'autres cancers comme la vessie. Et le sein. Oui, le cancer du sein est lié à la pollution de l'air. Ce n'est pas 100% évidemment, moins que le poumon, mais c'est lié. Le diabète, l'inflammation que créent ces particules une fois qu'elles ont pénétré l'arbre respiratoire et pénétré la circulation, crée de l'inflammation et le système de régulation du sucre, l'insuline, l'insulinorésistance, est perturbé. Un diabète sur 7 serait lié à la pollution de l'air d'après une étude américaine. Le cerveau, parce que ces particules fines, évidemment, arrivent et abîment les neurones, autisme et fonctions cognitives. Il y a plusieurs études sur les enfants, notamment les femmes enceintes ou les enfants de 3 à 4 ans, où l'exposition aux particules donc, diminue leur capacité cognitive. Mais rassurez-vous, il y a aussi des études pour les plus de 60 ans où la pollution de l'air diminue les capacités cognitives des personnes de plus de 60 ans. Donc c'est tout le monde qui morfle. Bien sûr la grossesse avec les enfants de bas poids naissance. Pour vous dire que l'enjeu, on vous rabâche que c'est 48 000 morts d'après Santé publique France en France, moins que le tabac et l'alcool. Donc, un, vous avez vu que les mortalités globales étaient, que les pollutions étaient équivalentes au tabac. Deux, une autre étude de l'European Journal, le journal européen de cardiologie, qui nous dit en France, ce n'est pas 48 000 morts, c'est 67 000 morts. Et je ne l'ai pas mis, mais une étude de Harvard, Harvard qui vient d'être classée première université au monde en termes de qualité, a fait une étude qui dit qu'en France, il y a 97 000 décès par an liés à la pollution de l'air. Donc la vérité est sûrement entre 48 000 et 97 000, plus que l'alcool, et équivalent au tabac.
Donc, on a toujours ces chiffres. La pollution s'améliore, oui, sur les grosses particules, mais maintenant, on a les particules ultra fines, les plus petites, qu'on ne mesurait pas avant. Et donc, ce n'est pas si simple de dire, voilà, donc c'est vraiment des enjeux. Et là, vous voyez, pareil, accident ischémique cardiaque, stroke, c'est accidents vasculaires cérébraux dans les maladies, et loin derrière, les cancers, les maladies respiratoires. En termes de maladies, c'est différent, ça, c'est les décès, hein. Donc, bien sûr, si vous êtes dans une école où il y a de la pollution, une pollution de l'air intérieur, vous pouvez avoir de l'asthme, vous n'allez pas mourir. Mais là, on parlait de mortalité, et vous voyez qu'elle est considérable. Là, on passe, c'est si vous habitez près d'une route, il y a plus d'accidents vasculaires. Bon, ben, voilà, vous êtes exposé à des complications cardio-neurovasculaires extrêmement importantes, on peut sauter. L'asthme, ben, évidemment, voilà, si vous êtes exposé plus d'asthme, on disait qu'il y avait presque 20 et quelques % de l'asthme lié à la pollution de l'air. Donc évidemment, ça pour nos enfants qui vont se taper ça toute leur vie, c'est pas très bon. La suivante. Ah, le quotient intellectuel. Alors avant, quand il y avait Coluche, pour les plus anciens, ils se foutaient des Belges. Hein, vous vous rappelez? Ah, les Belges et tout. Eh bien, sur cette étude, donc en 10 ans, le quotient intellectuel des Français aurait baissé de 3,80, moins, beaucoup plus par contre que certains pays. Et nous voyons que nous ne sommes même pas dans le classement mondial du QI moyen. Hong Kong, Singapour, Corée en premier, les pays asiatiques. Et nous, on est après la Belgique. La Belgique a 99 de QI moyen et nous, on est à 98. Donc, vous voyez qu'on n'a plus à se moquer des Belges parce que là, il y a un souci. La pollution de l'air participe, les perturbateurs endocriniens participent. Et donc, voilà, c'est un truc qui m'inquiète. Ça, c'est des pathologies que personne ne connaît. Le glaucome, c'est des centaines de milliers de personnes. La Un peu plus pollution. connu. Oui. Ouais, voilà. La stase hépatique, c'est le foie gras, la maladie auto-immune, l'antibiorésistance, parce que les particules peuvent transporter les bactéries résistantes. Et donc, voilà, plein de pathologies. L'intérieur, j'aime bien parler donc des bureaux. Là, c'est une chambre à coucher, des bureaux et des écoles. Donc, on dit que l'intérieur peut être 6 à 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Bon, ça dépend où, hein, évidemment. Par contre, à l'intérieur, vous allez retrouver du formaldéhyde, ces fameux meubles tout neufs en panneaux d'agglomérés qui vont générer du formaldéhyde. Si les sols sont en PVC, si dans votre collectivité vous faites des sols en PVC, ça va générer des phtalates, qui sont des perturbateurs endocriniens, les plastiques. La pollution qui vient de l'air extérieur. C'est pour ça que on ne peut pas considérer qu'il y a l'air intérieur d'un côté et l'air extérieur de l'autre. Hein. Là, dans notre topo sur le sport, on parle des salles de fitness. Là, c'est pareil, il y a une accumulation à l'intérieur parce que tout le monde est agglutiné et qu'il n'y a pas de ventilation pour la plupart du temps, mais il y a aussi la pollution qui vient de l'air extérieur si c'est à côté d'une route. Donc il y a plein d'éléments qui font que, en effet, souvent, l'air intérieur est plus pollué, comme l'air intérieur de votre voiture. Quand vous êtes dans un bouchon, une fois que vous en sortez, vous aérez votre voiture. Le matin, quand vous rentrez, il y a ces odeurs de solvant, vous aérez votre voiture. La suivante. Bon, je passe sur tous les produits. Par exemple, il y a des logos, il y a des labels sur l'air intérieur qui analysent plus de 180 composés organiques volatiles. Hein. En France, la réglementation, c'est une dizaine. Formaldéhyde, benzène, toluène, xylène. Bon, c'est bien qu'il faut le faire, mais vous voyez qu'il y a des pays, notamment l'Allemagne, qui ont multiplié. Ça, c'est la charge de la maladie due à l'air intérieur. Et on voit que les particules qui viennent de l'extérieur ont un élément extrêmement important. Si vous faites le bras zéro, le barbecue dans la maison, ce n'est pas une bonne idée. Et là, on pense au chauffage au bois. La biomasse est extrêmement polluante en termes de particules, notamment les ultra fines, même les poêles performants, qui sont très cancérigènes. Et donc, on ne met pas dans des villes des centrales biomasse, notamment, on ne favorise pas le chauffage de bois comme ça. Là, j'aurais plein d'éléments si ça intéresse, notamment à Passy, dans la région de Chamonix, où une modélisation sur une centrale biomasse qui devait remplacer les chauffages existants, qui n'étaient pas au bois d'ailleurs, entraîne une augmentation et des particules avec les normes actuelles de filtrage, puisqu'il y a de la filtration quand même, augmenter les hydrocarbures aromatiques cancérigènes et les particules fines. Et donc, en fait, ça va être plus polluant. Alors, je ne dis pas que certains endroits, on ne peut pas en mettre, mais en tout cas,
il faudrait renforcer les normes de filtration de ces centrales et pas les mettre n'importe où, notamment en ville. Et donc, dans cette étude, on vous dit que si vous optimisez les taux de ventilation, eh ben, et que vous filtrez l'air extérieur là où l'air extérieur est très pollué, et si vous, en effet, n'utilisez pas des solvants, des sprays pour faire le ménage dans les bureaux, Atmo Sud, l'Atmo de chez nous, a fait une étude dans les... C'est l'organisme chargé de la ouais, surveillance de la la qualité de qualité l'air. de l'air, je ne sais pas chez vous comment il s'appelle, et bien donc, il s'est aperçu qu'à 8 heures du matin, c'est là qu'il y avait le plus de composés organiques volatiles, formaldéhyde, limonène, enfin tout ce qui peut être allergisant ou formaldéhyde, qui est cancérigène et qui favorise l'asthme. Parce qu'en fait, les gens venaient faire le ménage à 6 heures du matin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont dit aux gens, venir faire le ménage le soir, après le départ des employés. Et ces employés, le Un matin, ouvraient les assouplissement. fenêtres pour aérer en Ah, plus. oui, Voilà. Donc, il y a des trucs tout bêtes, hein. Et donc, avec l'ARS et l'URPS et Atmosud, donc l'organisme, on a fait des petites fiches sur comment aérer. Alors, ce qui est marrant, c'est j'aère au minimum 3 fois par 5 à 10 minutes par jour. C'est mieux si c'est traversant. Il y a une thèse qu'on a soutenue en région Provence mhm. sur les cabinets médicaux. Déjà, il y a 15% des cabinets médicaux qui n'avaient pas de fenêtre et plus de la moitié largement avaient un taux de confinement élevé. Et le médecin, puisque c'était des médecins, en fait, n'aérait pas suffisamment. Oui, Donc on parle même des les... maladies nosocomiales, mais ouais. là, on a des facteurs assez puissants aussi. Et donc même les médecins, ils ne savent pas de quoi on parle, quoi, hein. Et donc c'est pour ça qu'on leur a fait des fiches. On espère que... Et il y a même pour aération de qualité. Exemple, je vois une dame qui a de l'essoufflement, donc je pose des questions, elle dit c'est le cœur, c'est le cœur. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites comme travail? Ah ben elle dit, je soigne des personnes âgées, j'ai 5 personnes âgées, ils sont en très très mauvais état. Dès que j'arrive, ça sent mauvais, je balance des sprays partout. Et donc en fait, elle avait de l'asthme à cause des sprays qu'elle balançait pour les odeurs. Et une autre, pareil, qui avait des troubles respiratoires, donc là c'est avec le pneumo qu'on en a discuté, elle avait bouché ses aérations, sa VMC. Pourquoi? Parce qu'il y avait des cafards qui rentraient par le tuyau de la VMC dans la maison. Et donc des moisissures, comme il n'y avait pas de ventilation, les moisissures se sont formées derrière les armoires. Et donc, ils provoquaient des pathologies respiratoires. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Vous enlevez le chiffon de votre tuyau de VMC et vous mettez une moustiquaire. Eh bien, il n'y a plus de cafards et il n'y a plus d'asthme. Eh oui. Oui, effectivement, solution toute simple. Alors, il y a une participante contributrice active qui nous dit certaines collectivités se sont équipées de nettoyeurs vapeur. C'est une bonne chose. On nettoie, alors je ne fais jamais le ménage, mais je suis un spécialiste du ménage. On nettoie d'abord le dépoussiérage, l'élément essentiel. Donc, en premier, on passe à la microfibre. 90% du nettoyage, c'est la microfibre. Et, notamment dans les hôpitaux, on introduit avec cette microfibre le nettoyage vapeur. C'est très bien. C'est très bien. Euh, dans les hôpitaux, notamment avec le CHU de Nice avec lequel on travaille, on réintroduit des bonnes bactéries dans les parties communes, pas dans le bloc opératoire. Parce que s'il n'y a pas les bonnes bactéries, c'est les mauvaises qui viennent, c'est les résistantes qui viennent. C'est-à-dire, comment on fait ça de On réintroduire? remet, comme vous prenez l'ultralevure où c'est des milliards de micro-organismes, ben là c'est pareil, on réensemence, il y a des produits qui permettent de remettre les bonnes bactéries. Si vous nettoyez, si vous mettez de l'eau de Javel, là par exemple sur ma table, hein, je pose la main, immédiatement, c'est ensemencé parce que j'ai des millions de bactéries, de microbes, pardon, sur les mains. Et au bout de 2 heures, si je n'ai pas touché, au bout de 2 heures, alors si vous avez mis de l'eau de Javel ou rien, enfin juste nettoyer au savon à la microfibre, les communautés microbiennes seront les mêmes. Donc ça ne sert à rien d'utiliser l'eau de Javel, qui en plus ne détartre pas et juste y blanchit. Vous créez simplement la possibilité de créer des bactéries résistantes. Parce que si vous n'avez pas tout tué, la bactérie veut s'adapter et va être résistante. Donc l'eau de Javel, mais on a un problème avec les gens qui font le ménage parce qu'ils ne sont pas formés, ou même des hygiénistes dans les EHPAD. Par exemple, cette histoire de vapeur, de microfibres et de réensemencement, on est en train de le tester dans des EHPAD, hein. Au Canada, ça marche, hein. Donc voilà l'idée, par exemple, du bioménage par le CNFPT pour former les acteurs des collectivités.
Alors, Le et bruit. on verra tout à l'heure un certain nombre de guides et de ressources aussi, justement, qui permettent d'aller vers des bonnes pratiques. Alors, euh, on a vu la pollution de l'air, il y a aussi le bruit, et ça, le bruit, pour le coup, c'est très sous-estimé dans ses impacts sur la santé. C'est un facteur qui est assez méconnu par rapport peut-être à d'autres. Alors donc, le, le, le rectorat, donc il y avait le recteur de la région, dans un village de Vaucluse, des collèges et des écoles se sont associés pour faire des actions environnementales. Donc c'est faire du tri, c'est créer des vers, élever des vers, etc., etc. Et, et, ils nous invitent à la cantine. Donc, puisque nous, on avait un stand, j'exposais ça, l'histoire du vautour, tout ça, je faisais des sketchs avec les élèves, ils adoraient. Et à la cantine, un vacarme. Alors j'ai dit, ah, mais je suis docteur, le bruit, c'est plus d'hypertension artérielle, une santé mentale altérée, une perte de concentration, pareil pour les élèves, hein. Ils sont tous venus me voir à la cantine. Ah, il faudrait que vous en parliez au directeur. Alors, le directeur, ah, bon, je ne savais pas, etc. Je vous promets, toutes les dames et messieurs de salle sont venus, je ne sais plus comment on appelle le nom officiel, sont venus me dire il faut faire quelque chose contre le bruit. Augmentation donc des cardiopathies ischémiques, les artères qui se bouchent. 900 000 cas d'hypertension artérielle en Europe due à l'exposition au bruit, qu'il soit routier, de voisinage, au travail, d'après l'Agence européenne de l'environnement. Chaque Ouais. fois que vous augmentez de 3 décibels le bruit, l'intensité est doublée. Ce n'est pas 3% de plus, c'est doublement de l'intensité du bruit. La suivante. Ouais. Et puis, ben, on va d'ailleurs juste regarder avant que vous reveniez. Voilà, vous nous aviez préparé une petite Oui, vidéo qui fait écho à ce que vous venez de nous raconter. et alors le directeur est tout à fait d'accord, parce que je lui ai expliqué. Ça, c'est en Ile-de-France. Donc pour réguler, on met les. Et vous savez qu'à Mumbai, à Bombay, en Inde, tout le monde klaxonne dans la rue, dans les voitures. Et pour obliger les Indiens à moins faire de bruit, les feux rouges, les feux tricolores, ne passent au vert que si le niveau d'intensité du bruit diminue. Pour obliger, sinon ils restent coincés au rouge en continuant à klaxonner. Bon. Mais dans les Et là, donc cantines, c'est très c'était éducatif. un reportage de France 3 Bretagne, on le voit, hein, sur des casques qui étaient distribués, c'est ça, aux Ouais, enfants? aux enfants. Mais moi, je préfère l'aspect éducatif euh, du, euh, du feu tricolore avec le petit smiley. Alors, on va revenir en arrière, comme Ouais. effectivement, voilà, vous l'aviez suggéré. Bon, ben là, voilà, c'est plus d'hypertension artérielle, quel que soit, et de cardiovasculaire disease, CVD, c'est de maladies cardiovasculaires, quand le bruit augmente, qu'il soit routier ou aérien, évidemment, aérien, notamment la nuit, avec un sommeil entrecoupé qui libère des hormones de stress, fait monter la tension et elle altère votre santé. On peut passer. Là, c'est pareil, c'est toutes les pathologies liées au noise exposure. On passe. Vous voyez que c'est important. Voilà, donc ça, c'est Voilà. très Et alors, éducatif. juste avant peut-être de passer aux perturbateurs endocriniens, un petit mot et que les participants n'hésitent pas, hein, certains ont posté des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de les relayer. Sur le bruit précisément, là aussi, ça peut concerner beaucoup de services différents dans les collectivités, notamment dans la rénovation ou la construction de nouveaux bâtiments, de nouveaux espaces. Finalement, il n'est pas si fréquent que ça de faire appel à des acousticiens. Je pense qu'on s'en rend tous compte quand on va au restaurant et que parfois, finalement, l'ambiance est très, très chargée et qu'on a on a du mal à s'entendre. Et on voit bien que, voilà, il peut y avoir parfois des défauts de conception. Ça, alors, je ne sais pas si vous avez des exemples, Pierre Souvet, de collectivités qui ont une attention particulière à ça lorsqu'elles rénovent ou lorsqu'elles construisent de nouveaux bâtiments, mais c'est un axe, en tout cas, intéressant de travail. Là, je ne peux pas vous répondre. Par contre, nous avions été invités à Preventica, qui était un salon de la médecine sur le travail, et il y avait des exposants qui voilà, fabriquaient des éléments qui permettaient qu'il y ait moins de bruit dans les bureaux.
Donc oui, oui. Et d'ailleurs, à l'école, le directeur m'a dit, ben, voyez, le plafond, c'était les trucs à l'ancienne, pas du tout isolant, quoi, pas du tout absorbant du bruit. Donc en effet, dans la conception, vous avez raison, c'est très important. Alors, dernier facteur sur lequel on va faire un focus, c'est l'impact de ces perturbateurs endocriniens sur la santé avec quelques éléments un peu clés que vous allez nous présenter. Oui, donc on est globalement, il ne faut pas s'affoler, on est tous contaminés, hein, mais on peut essayer de faire mieux. Ouais, la suivante. On en retrouve où? Ah, les perturbateurs endocriniens, ça modifie le comportement de vos hormones. Or, vous savez qu'il y a, euh, euh, nous les hommes, entre guillemets, on a de la testostérone et des oestrogènes aussi, hein. Les femmes, elles ont de l'œstrogène plus que nous, mais aussi la testostérone. Et donc, et les hormones thyroïdiennes pour les deux, qui sont indispensables au développement du cerveau. Et ces perturbants endocriniens vont perturber le fonctionnement des hormones, essentiellement les œstrogènes, les androgènes, les hormones thyroïdiennes, et en faisant réagir les cellules pas au bon moment. Euh, L'hormone normale doit arriver, ben non, c'est la fausse hormone qui arrive et qui perturbe le fonctionnement donc, de tout l'organisme, parce que tout est régi par des hormones, hein, tout dans notre organisme. Et donc, vous en trouvez dans les biphénols, par exemple les boîtes de conserve, les canettes. Donc, je recommande, donc, c'est des éliminations courtes. C'est lié à des cancers, à l'obésité, hein, parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui favorisent l'obésité. Il y aura une diapo. Les phtalates, c'est tous les dérivés des plastiques, hein, notamment le C. Revenez juste en arrière. Et ça, c'est l'étude, celle d'avant, c'est l'étude de Santé publique France, Esteban, qui montre que tous les Français sont contaminés au BP, biphénol, les phtalates, les plastiques ou les perfluorés, dont on parle beaucoup, qui sont des polluants, il y a plus de 4700 congénères, qui ne s'éliminent pas, qui vont se retrouver dans l'eau. Exemple, cette chemise, si je verse un verre d'eau dessus, donc je ne vais pas le faire parce que si, vous voyez, si je verse un verre d'eau, elle ne va pas prendre l'eau. Vous voyez, l'eau, celle-là, si, elle est sans perfluoré. Mais comme les vêtements de ski, l'eau est Mhm. repoussée. Oui. Donc, quand vous la lavez, des perfluorés s'échappent, ou quand vous la détruisez, malheureusement, il faudrait la détruire à très haute température, c'est pas fait, ça va se retrouver dans l'environnement, dans l'eau. Cette eau va dans les stations d'épuration, mais les micropolluants, ils ne sont pas éliminés. En Suisse, ils investissent 1,2 milliard pour rénover leurs stations d'épuration, pour éliminer les micropolluants avec notamment du charbon actif. En France, on ne veut pas investir. Alors, les Suisses ont accepté de donner 9 euros par personne pour financer ça, hein. Et donc, on fabrique des boues d'épuration qu'on retrouve dans les champs, puisqu'on va les épandre dans les champs. Donc, dans vos tomates, vous pouvez trouver des perfluorés ou des pesticides mis dans le blue jean que vous avez acheté à l'ONDC, des pesticides interdits en Europe depuis bien longtemps. Ils vont dans l'eau, ils vont dans les boues d'épuration, et vous le retrouvez, le pesticide interdit depuis 20 ans, ou les perfluorés de votre doudoune de ski dans la tomate. Donc, vous voyez, ça va contaminer l'eau directement. À Lyon, par exemple, l'usine en question a contaminé les captages d'eau en aval de Lyon, mais aussi dans l'alimentation par ce biais-là. Et comme il ne s'élimine pas, il dure des dizaines d'années, eh bien, vous le retrouvez. Les retardateurs de flamme, c'est pareil, c'est ce qu'il y a quand vous allez au cinéma, dans les sièges, ou dans vos divans de mousse de polyuréthane, dans les sièges de votre voiture, hein. C'est des trucs anti-feu. Donc, ça retarde la survenue du feu. Donc, c'est très, très utilisé dans les pays anglo-saxons. Et l'Agence nationale de sécurité sanitaire a fait une étude pour voir si du coup, il y avait eu moins de morts parce qu'on utilisait ces retardateurs de flamme, ces polybromés. Et en fait, non, parce que les gens sont morts asphyxiés. Bon. Donc, est-ce que vous pouvez savoir si vous achetez des éléments avec qui en contiennent ou pas? Non, parce que ce n'est pas étiqueté, ce n'est pas affiché. Et bien, donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on aère parce que les particules qui peuvent être chargées par les émanations de vos divans ou autres, il faut les évacuer en aérant. Vous voyez que là, Ouais, il y a un on trou, il y a voit un trou, il y a un effectivement trou quelque part là. on voit les caractéristiques effectivement assez marquantes de ces polluants, avec voilà Voilà, quelques éléments. donc on vous dit, vous dépassez pas telle dose, vous risquez rien. Mais en fait, avec ces Paracel, c'est un pharmacien du 15e siècle, il dit, plus vous prenez d'arsenic, en effet, à un moment donné, vous allez mourir parce que vous en avez pris. Ouais. Et puis en fait, c'est pas vrai parce que avec ces perturbateurs endocriniens, parce qu'à des doses très faibles,
ils peuvent avoir un effet supérieur à des doses fortes ou équivalent. Pourquoi? Parce qu'en en fait, ils ont une affinité pour un récepteur et la réponse du récepteur n'est pas proportionnelle à la dose de fausses hormones qui va y aller. Donc, avec très peu d'hormones, de fausses hormones, en l'occurrence les perturbateurs endocriniens, la réaction peut être très importante. Et ce n'est pas parce que vous allez augmenter la dose que la réaction sera plus importante. Donc, même à très petite dose, il peut y avoir des effets. Et puis après, évidemment, si vous êtes un enfant, si vous êtes une femme enceinte où tout passe dans le fœtus, si vous êtes suivant vos particularités, c'est différent. Et surtout, vous avez vu dans l'étude Esteban, 100% le biphénol, les phtalates, c'est une durée d'élimination 24 heures, hein, enfin quelques jours. Ça veut dire que tous les jours on en mange, sans le savoir. Hein. Et donc des effets transgénérationnels, ça peut se transmettre à la descendance, on va passer. Et c'est pour ça qu'on a lancé les 1000 jours pour protéger la grossesse et les 2 premières années de la vie. Mais en fait, il faut faire de l'éducation en amont de la grossesse, à la préconception, parce que d'ailleurs, la plupart du temps, les femmes qui sont enceintes consultent au 3e mois, rarement avant. Et donc, il faut préparer les choses en avant pour les femmes et pour les garçons aussi, parce que certains phtalates, notamment, perturbent, vont modifier l'activité des spermatozoïdes, l'ADN des spermatozoïdes. Et il y a une étude notamment chez les rats, l'exposition des plastiques, des phtalates chez les souris parents entraînait chez la descendance plus d'obésité. Pas parce que la mère souris était touchée par les plastiques, c'était le mâle. Donc il faut en amont faire de l'éducation pour les garçons et pour les filles. Bon, Mhm. ça on l'a vu, les cancers dépendants, voilà. Ça c'est Santé publique France qui vous dit toutes les pathologies liées aux perturbateurs endocriniens. Alors endométriose, voilà, ça explose chez les femmes. Cryptorchidie, c'est pas de testicules, hypospadias, c'est la verge, l'orifice de l'urètre est sous la verge. Altération du sperme, vous avez vu la chute, cancer du sein, la prostate, tout ce qui dépend des hormones, en fait, les trucs cognitifs, les maladies thyroïdiennes, évidemment, ça dépend des hormones. Et donc, vous en trouvez partout. Et bien sûr, obésité. J'étais dans une commune CPTS, fameux CPTS, et l'action phare de prévention, c'était le dépistage de l'obésité, la lutte contre l'obésité infantile et le dépistage de l'autisme à l'âge de 5 ans. J'ai dit, Mhm. c'est bien, il faut le faire, mais il faut agir en amont pour limiter ces perturbateurs endocriniens obésogènes, les biphénols, même les parabènes, hein, c'est les conservateurs, les phtalates, les perfluorés, qui sont obésogènes. Il y a ces perturbateurs endocriniens peuvent agir à tous les niveaux. Ils peuvent, par exemple, pour certains parabènes, modifier l'hormone de la satiété, la leptine. Donc vous avez toujours faim parce que l'exposition pendant la grossesse, hein, pendant la grossesse de la mère, fait que chez l'enfant, la leptine est perturbée et ils mangent plus parce qu'ils ont toujours faim. Et puis d'autres, ils vont à la naissance, quand les cellules graisseuses se forment, faire qu'on va fabriquer plus de cellules graisseuses et plus grosses. Et donc, il y a une adiposité importante qui n'est pas due au fait qu'ils mangent n'importe quoi. Bien sûr qu'il ne faut pas manger n'importe quoi, mais qui est due à ces perturbateurs endocriniens qui agissent notamment pendant la grossesse. Donc, le regard, il faut lutter contre la malbouffe, hein, c'est évident, mais il faut savoir que ça ne vient pas forcément que de là. Suivant. Ça, c'est une étude toute récente sur l'obésité. Bon, on passe là, on passe celle-là. Voilà, et donc dans votre alimentation, ce soir, je ne sais pas ce que vous allez manger. Hein. Ah, je ne sais pas. Hein. Donc les pesticides, donc dans les aliments gras, dans les fruits et les légumes. Si vous mangez bio, il y a en moyenne, dans le bio, ce n'est pas forcément zéro pesticide, parce qu'il peut y avoir dans l'air. C'est 4 fois moins de résidus de pesticides sur plusieurs centaines d'études. 4 fois moins en moyenne de résidus de pesticides. Les pesticides, c'est l'INSERM qui a fait un rapport, c'est lié à des cancers, notamment à des troubles de fertilité, baisse de la fertilité, à la bronchopathie, à des troubles cognitifs. Enfin, bon, c'est pas bon, quoi. Hein. On rejoint les problèmes socio-économiques. Je vous signale qu'à Strasbourg, l'Eurométropole de Strasbourg a lancé l'ordonnance verte.
l'ordonnance verte, c'est toutes les femmes enceintes ont droit à des paniers bio et à de l'éducation. C'est pas simplement je te donne le panier et à de l'éducation, à l'alimentation, aux perturbateurs endocriniens. L'alimentation classique aussi. Hein. Ça ne coûte pas très cher. Certains paniers sont même distribués dans les cabinets médicaux qui sont associés à l'action. Il y a des pros de santé qui distribuent eux-mêmes les paniers bio, qui sont évidemment du bio fait dans la région. Ce n'est pas du bio qui vient du Pérou. Et donc, ça s'appelle l'ordonnance verte. Il y a plein de municipalités qui veulent reprendre cette action. Évidemment, quand c'est Strasbourg, ce n'est pas une petite ville quand même. Hein. Donc, vous voyez, ça marche très bien. Les emballages alimentaires, donc préférez les canettes et les conserves en verre. Tout ce qui est plat tout prêt, alimentation ultra transformée, ça a souvent été fabriqué dans des plastiques. Et donc, ces plastiques passent dans l'aliment. On avait parlé ensemble, Nicolas, des cantines sans plastique. Et c'est Strasbourg aussi. Des mamans s'étaient mobilisées, le premier collectif. Et donc, les plats étaient tout prêts. C'était la moussaka dans des contenants plastiques du polypropylène, le numéro 5, qui est normalement autorisé à chauffer, etc. Et en fait, ce plastique libère des huiles minérales. C'est très joli, huiles minérales. Et c'est des huiles pour moteur, c'est des lubrifiants pour moteur. Et donc, ça passe dans l'aliment à froid et encore plus à chaud. Et donc, l'élu à la santé, il y avait l'élu à la santé, à la jeunesse, il me disait, mais est-ce que vous avez prouvé que mettre un peu d'huile pour moteur tous les jours dans la moussaka, à la cantine pour l'enfant, c'est toxique? J'ai dit, on ne peut pas faire d'études comme ça, prendre 1000 enfants qui vont bouffer des huiles pour moteur tous les jours et d'autres non, mais si on peut faire autrement, est-ce que c'est mieux? Eh ben oui, oui. Eh ben, l'inox, par exemple, c'est inerte, il n'y a rien qui passe. Donc Strasbourg, en 3 ans, a supprimé tous les plastiques des cantines et passé à l'inox avec deux conséquences, deux choses à appréhender. Un, ils avaient supprimé dans les écoles les bacs à eau, puisque tout était jetable, plastique, je chauffe, je jette. Donc il a fallu remettre de l'eau. Et en effet, pour les troubles musculo-squelettifs du personnel, où le bac en inox, il est plus lourd que le bac en plastique. Et donc il a fallu en effet adapter ça au personnel. Donc, ils ont remis des points d'eau. Ils ont remis des points d'eau et ils ont trouvé des systèmes pour pas que le personnel souffre du surpoids dû au bac en inox. Alors donc, je ne peux pas vous dire, ils vont avoir un cancer parce que certaines de ces huiles minérales sont cancérigènes. Hein. Il n'y a pas d'études qui le prouvent, mais c'est un peu de bon sens, quoi. Et vous nous disiez effectivement par rapport aux aliments bio que malgré toutes les critiques qu'on peut entendre, il y a quand même une vraie différence et un vrai écart avec les aliments non bio. Ça, c'est l'étude de la cohorte Nutrinet Santé, c'est fait en France. Donc du bio local, il est bien contrôlé, le bio européen est bien contrôlé. Si vous mangez bio, c'est-à-dire 50% bio par rapport à pas du tout bio, vous avez moins 25% de risque de développer un cancer, encore plus pour la ménopause, pour le cancer du sein. Sur 483 000 nouveaux cas de cancer par l'OMS, moi je prends. Hein. Et on rejoint le problème des inégalités sociales. Hein. Et alors on en arrive Oh là 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 là, ben là ils vont se suicider là, Nicolas. alors voilà, ce que Ils vous vont nous se disiez suicider là. Hein. en début de webconférence avec notamment certains éléments qui sont présents dans l'alimentation et qui peuvent être un peu surprenants, notamment, je suis allé un Ah, peu trop ouais, vite, ah, le ouais. cadmium. Alors, le cadmium, mais là j'ai envie de faire un tuto sur l'arsenic, à gauche, en haut à gauche. On est tous contaminés à l'arsenic, hein. Il ne sert à rien dans l'organisme. Hein. Et on voit, donc c'est Santé publique France, mollusques, crustacés, alors vous êtes au bord, pas loin de la mer, limitez quand même les huîtres et les moules, hein, allez-y doucement. Hein. Eau embouteillée pour enfants. Il y a plus les enfants qui boivent de l'eau embouteillée ont plus d'arsenic. Comment c'est possible? En effet, quand je regarde l'étude, c'est les enfants de moins de 6 ans. Après 6 ans, ça s'arrête. Donc, eau embouteillée, j'appelle Evian. J'appelle Evian. Vous avez l'arsenic dans l'eau d'Evian? Ah oui, oui, 2 microgrammes par litre. C'est naturel, hein, c'est dû à la roche où il y a de l'arsenic. Elle me dit, mais Volvic, c'est 4 microgrammes. La norme est à 10. Hein, la norme est à 10, c'est dans la norme. Mais quand vous donnez des eaux minérales pour enfants, il faudrait savoir le taux d'arsenic de votre eau.
Tout le monde fait le biberon avec Monroucou ou autre. J'ai appelé Monroucou, ils ne m'ont pas répondu. J'aimerais bien savoir s'il y a beaucoup d'arsenic, dans la norme, hein, dans Monroucou. Donc j'ai proposé au gouvernement de rajouter sur les eaux, il y a sodium, potassium, bicarbonate, sulfate, de rajouter arsenic. Oh là là, on m'a dit, mais vous êtes fou, docteur, on ne va pas mettre ça sur les eaux minérales. Hein. Pourtant, quand il y a nitrate, c'est dans la norme aussi. Hein. Mais là, on peut le mettre. Mais arsenic, on ne le met pas, ça fait trop peur. Cadmium. Cadmium. Vous voyez, principaux modes d'imprégnation, coquillages et crustacés, on retourne toujours pareil. Hein. Tabac, en effet, dans le tabac, il y a du cadmium. La moyenne des adultes de 60 ans en cadmium qu'on dose dans les urines est de 0,50. Si vous fumez, c'est 0,65. Le cadmium, sa demi-vie est de 10 à 30 ans. Vous l'accumulez au fil des années. Il se fixe dans vos reins, il se cache dans vos reins. Et on continue, céréales du petit déjeuner chez les enfants. Mamma mia. Et par rapport à l'étude nationale nutrition santé, ENS, il y a 10 ans avant, le taux a augmenté. Et le taux en dessous supérieur aux autres pays. Bon, allez, la suivante. On regarde ces taux supérieurs aux autres pays, on voit que chez les enfants, la moyenne est de 0,28 microgrammes par gramme de créatinine. Aux États-Unis, on est 4 fois moins. En Allemagne, 4 fois moins. Et 18% des enfants dépassent déjà 0,50 microgrammes par litre, et tu as, ou par gramme de créatinine, je vous passe les détails, et 50% des Français dépassent 0,50. La suivante. Alors, les Français, 50% dépassent 0,50 et en moyenne, ils ont 0,57. Est-ce qu'on a le même souci que pour les enfants? 4 fois plus que les Allemands, que les Américains? Eh bien oui, 3 fois plus que les Américains, plus de 2 fois plus que les Italiens. C'est pareil pour les autres pays, il n'y a que la Corée qui est plus forte. Et pourquoi les Français sont 2 à 3 à 4 fois plus contaminés que les autres pays du monde? Dans cette étude Esteban, un enfant qui est la plus contaminée, 80 fois la dose moyenne d'un enfant américain, 20 fois la dose moyenne d'un enfant français, mangeait plus de 60 grammes de céréales au petit déjeuner, du pain, plus de patates que la moyenne, une patate et demie en moyenne par jour, et un peu des légumes feuilles. Et donc, cet enfant qui mangeait 3 à 4 fois plus de céréales du petit déjeuner avait un taux extrêmement élevé, beaucoup de patates, du pain, des pâtes tous les jours. Donc on voit que le cadmium vient de l'alimentation, en plus du tabac, mais cet enfant ne fumait pas, cet enfant ne mangeait pas de coquillages, et vient donc des produits des céréales et des pommes de terre, un peu des légumes feuilles, tout ce qui est racines. Pourquoi? Parce que le cadmium, quand il est dans le sol, il ne peut en ressortir que par les racines, que par la plante. Sinon, il reste dans le sol. Mais comment est-il arrivé dans le sol? La suivante. Je ne sais plus si c'est la suivante, elle y est dessus. Ouais, revenez en arrière. En fait, en France, ce cadmium arrive par les engrais de phosphate. Dans l'agriculture conventionnelle, on met du nitrate, des phosphates. Un nitrate, vous connaissez bien chez vous avec les algues vertes. Des nitrates, des phosphates et du potassium. Arrivent par les phosphates. Il y a des gisements dans le monde qui contiennent naturellement, suivant leur origine sédimentaire ou magmatique, beaucoup de cadmium ou pas beaucoup de cadmium. Les pays qui n'en contiennent pas beaucoup, c'est la Russie. Ça tombe mal, hein? La Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, la Finlande. Bon. Des pays pour lesquels les considérations géostratégiques peuvent nous dire on ne va pas trop travailler avec eux pour ne pas être sous la dépendance. On le comprend. Et nous, on achète au Maroc, 90%, qui sont nos amis. Mais malheureusement, le cadmium est très présent dans les engrais marocains. Et donc, on épanche ce cadmium, pour lequel la norme française autorisée est supérieure à la norme européenne. On nous rabâche que les normes européennes sont plus restrictives. Non. La norme française est à 90 mg par kilo de cadmium par kilo d'engrais. La norme européenne est à 60. L'Agence nationale de sécurité sanitaire nous dit pour arrêter de contaminer, de surcontaminer les Français, ce n'est pas 90, ce n'est pas 60, c'est 20 qu'il faudrait. La France n'a toujours pas sorti le décret pour passer au moins
à la valeur européenne. Et donc, ça remonte par la plante. Donc, la suivante, comment se protéger de ce produit qui donne, écoutez-moi bien, à partir de entre 0,50 et 1 microgramme, c'est-à-dire la moitié des Français y sont, 18% des enfants y sont, triple le risque de cancer du pancréas. Entre 1 et 1,5 multiplie par 5 le risque de cancer du pancréas. Et ce n'est pas fini. Sur les risques cardiovasculaires, il n'y a pas, c'est comme la pollution de l'air, il n'y a pas de dose en dessous duquel il n'est pas toxique. Le surrisque cardiovasculaire à 0,50, la moitié de la population française, est multiplié par 279%. La moitié des Français, rien qu'avec le cadmium, ont un surrisque cardiovasculaire de 279%. Et ce n'est pas fini. Il y en a d'autres, hein, sur la fertilité, sur l'ostéoporose, ça favorise l'ostéoporose. Tu n'as aucun rhumatologue qui le sait. Si vous avez un cancer, entre les études américaines, entre les plus imprégnés et les moins imprégnés, le surrisque de mourir de ce cancer est de 225%. Pour des valeurs américaines, vous avez vu, 3 fois plus faibles que les valeurs françaises en moyenne. Vous avez, alors, il y a une explosion des cancers qui vont très très vite. 225%. Il n'y a pas de chiffre, pas parce que le cadmium est toxique, hein, il ne sert à rien à l'organisme, hein, rien, il est là, il vient que nous polluer. Donc en attendant des dizaines d'années que la réduction de cadmium dans les engrais fasse que dans nos patates, nos céréales bien françaises, il y ait moins de cadmium, qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne faut pas fumer, il faut limiter les coquillages. Dans le cadmium, je vous ai dit, il y a 4 fois moins de résidus de pesticides en moyenne et 48% de cadmium en moins en moyenne. Quand on parle de réduction de cancer des gens qui mangent bio, le cadmium, il intervient, c'est sûr, hein. Il faut limiter les céréales. Si vos enfants se gavent de 2 bols de céréales au petit-déj, si elles ne sont pas bio notamment, il faut vraiment les limiter. Pareil pour les patates, pas tous les jours. Pour les femmes qui ont encore leurs règles, il y a souvent des carences en fer, pour tout le monde, mais particulièrement. Il y a une compétition entre le fer et le cadmium. Le cadmium prend la place, s'il n'y a pas assez de fer, il prend la place, il va pénétrer beaucoup plus par l'intestin. Sa pénétration intestinale peut être multipliée par 4 si vous avez une carence en fer. Donc, il faut absolument doser votre fer pour savoir si vous n'êtes pas carencé. Il faut doser le calcium, parce que là, pareil, s'il y a une hypocalcémie, ça va favoriser la pénétration du cadmium. Donc, on en est, excusez-moi Nicolas, à diminuer la quantité de cadmium dans les aliments, du bio ou moins de patates, moins de céréales, moins de pain, limiter l'absorption dans l'intestin en ayant un bon statut en fer, en calcium, ça se dose dans le sang, et à l'intérieur de l'organisme, dans le foie, le zinc se lie au cadmium et inhibe sa toxicité. Il faut que votre médecin vous marque le zinc, ça se dose dans le sang. Et si vous avez un bon statut, ben, votre cadmium que vous aurez ingéré de toute façon, hein, tout le monde en ingère, hein, eh ben, il sera moins agressif. Donc, je vous conseille ce soir de prendre en considération, c'est dans cette étude américaine qui compare 38 polluants, les biphénols, les phtalates, l'arsenic, les hydrocarbures. C'est le pire de tous. Le pire de tous. Il y a une question, Pierre Souvet. Faut-il privilégier l'eau en bouteille plastique ou l'eau du robinet qui peut être contaminée avec des microplastiques, nous demande cette participante. Alors, il y a eu une première étude sur les macroplastiques, comparant l'eau du robinet en l'eau en bouteille. Et globalement, dans l'eau en bouteille, il y a 2 fois plus de macroplastiques. Mais il y en a forcément dans les captages parce qu'il y a des résidus plastiques. Ensuite, il y a les microplastiques. Il y a une étude qui vient d'être faite sur les bouteilles embouteillées, où il peut y avoir des millions de microplastiques, mais il n'y a pas eu d'étude sur les microplastiques dans l'eau du robinet. Oui. Si vous chauffez un biberon en plastique, il ne faut jamais mettre du lait chaud dans le biberon en plastique. Il y a des millions de microplastiques. Et donc, est-ce que l'eau du robinet est mieux? Ça dépend des endroits. En Bretagne, il y a beaucoup de nitrates, etc. Donc, vous pouvez regarder sur le site qualitédel'eau.gouv, vous pouvez avoir votre commune et recenser au fil des prélèvements, ils ne le font pas à chaque fois, ben, par exemple, il y a le cadmium, l'arsenic,
il y a certains pesticides, etc. Mmh. Donc Mmh. ça dépend en fait. Moi je suis à Marseille, on a l'eau du Verdon, elle est de bonne qualité. Je bois de l'eau du robinet, même si j'ai mis du charbon actif pour éliminer les micropolluants, parce que vous avez compris, nos stations d'épuration ne sont pas capables d'éliminer les micropolluants, qu'ils soient des perfluorés ou des médicaments, résidus de médicaments. Et donc ça dépend en fait de là où on habite. Voilà. Mais a priori, sur les microplastiques et les macroplastiques, il y en a plus dans l'eau embouteillée. Mais bon, Alors, il n'y a pas que ça. on en arrive à la dernière séquence sur les changements de comportement. Vous qui faites cet exercice assez souvent finalement, de sensibiliser sur voilà, un certain nombre de risques environnementaux pour la santé, vous vous heurtez, j'imagine, assez souvent à un certain Ouais. scepticisme. Mettez la prochaine, mettez la prochaine. Voilà, ben vous, c'est vous qui m'avez dit il faut bien mourir de quelque chose. Hein. Non, c'est pas vous? Non, c'est pas Non, moi, mais j'ai fait un truc au j'aurais Rotary. pu. Il y a une J'aurais dame pu. qui me dit ah, il faut bien mourir de quelque chose. Enfin, ça sert à rien ce que je fais. Hein. J'arrête. Ou mon copain dentiste, qu'est-ce que tu nous gonfles avec ton bio? C'est bidon, etc. Non, c'est pas bidon. Tout ce que j'ai montré, c'est scientifique. Donc, il y aura toujours le besoin de cohérence. Je donne l'exemple de ma belle-mère. Ma belle-mère, elle a les moyens, elle a les moyens. Il y a un magasin bio, un pas bio. Bon, les tomates sont pas chères, elles sont à 2 euros. Bon, il y a moins cher, hein, mais aux deux magasins, premier prix. Elle va aller au pas bio systématiquement. Mais je dis, belle maman, pourquoi vous allez au pas bio? Le bio, vous avez vu les études. Mais elle me dit, mais parce que je suis pas malade. Elle a trouvé la cohérence au fait de ne pas agir. Comme mon copain qui ne veut pas agir, dit, mais tu me fais chier. Oh, pardon, excusez-moi, les études sont bidons. Et elle, c'est pas pareil. L'autre fois, elle a rajouté, ma femme n'est pas là, heureusement, elle a rajouté, mais on va chez au magasin bio, il dit, mais pourquoi faire? Ah, je suis vache, hein. La prochaine fois, je prendrai mon beau-père, hein, je vous promets, pour pas qu'il y ait de discrimination. Donc, c'est la recherche de la cohérence au fait de ne pas agir. Revenons en arrière. Pour agir, forcément, il faut commencer petit. Forcément, vous n'allez pas sauver le monde tout seul, hein, s'il n'y a pas les décisions politiques. Je prends l'exemple de Tokyo, qui a interdit le diesel pour diminuer la pollution de l'air en l'an 2000. La pollution de l'air aux particules, ils ont arrêté le diesel. La mortalité a baissé de 6%. L'arrêt du diesel a entraîné une baisse de mortalité de 6%, pas du risque, de la mortalité. Il n'y a aucun médicament capable de faire ça. Donc, en attendant que ces décisions en haut avancent, nous, on va faire notre job, même si ben, ça ne suffira pas, on est bien d'accord. Mais pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, le fait de faire du bien autour de soi, moi, ça me paraît important. Mais pour agir, il faut avoir conscience de sa responsabilité sur l'environnement. Moi, j'ai une nana que je connaissais bien de mon labo à la clinique. Je l'ai vue, elle fume, elle a balancé son cendrier par la portière. Bon, par conscience quand même. Alors, elle m'a vu, alors là, je peux vous dire qu'elle a arrêté. Hein. Avoir conscience de sa responsabilité, avoir conscience des conséquences que ça fait sur soi, ben, vous l'avez vu avec tout le topo là, hein, et qu'on peut agir, même petit. Qu'on a fait avec l'éco-responsabilité du cabinet facteur de bien-être au travail, c'est qu'on commence petit, on valorise même ce qui est petit. Et comme on va vouloir être cohérent, on va continuer à faire des petites actions qu'on va valoriser à chaque fois. On doit être gagnant, c'est exemplaire, et ça, je vous dis, il n'y a pas à s'excuser, ça apporte beaucoup et ça donne valeur d'exemplarité. Mais ce soir, vous allez quand même manger, hein, on est d'accord, mais vous allez être un peu anxieux. C'est normal d'être anxieux avec ce qui se passe. Donc j'aime bien cette Alice Desbioles, qui fait partie de notre asso, qui a écrit l'éco-anxiété. Les gens isolés, notamment, les gens jeunes, les gens de sexe féminin, qui ont un faible statut économique, sont particulièrement sensibles à l'éco-anxiété. Si vous êtes bien entouré, ben, votre santé sociale est meilleure, forcément, mentale probablement, etc. Donc, c'est les gens les plus exposés et il peut y avoir des symptômes psychosomatiques, des symptômes même existentiels. On le voit avec AgroParisTech, où moi je fais un cours à l'école des mines de Paris, ben, il y a des jeunes qui veulent avoir une autre orientation que aller l'autoroute là bien formatée et donc plein de comportements, tristesse, impuissance, anxiété, insomnie, voire
vouloir se suicider. La suivante. Comment agir? Ben, il faut écouter. Nous avons fait des fiches, enfin, l'URPS a fait des fiches sur le burn-out, sur le syndrome d'épuisement professionnel et sur repérer les gens à risque de suicide. Je pense que chez vous, il y a ce qu'il faut, hein, mais elles sont super, hein, franchement. Et j'ai notamment retenu la personne qui va se mettre à beaucoup travailler, à être toujours présent sur son lieu de travail. Oui. Ça, c'est un symptôme qui n'est pas bon. Hein, Oui, et qui n'est pas repéré d'ailleurs dans les bilans sociaux, parce on identifie toujours l'absentéisme, jamais le présentéisme, alors que c'est un syndrome avant-coureur d'ailleurs d'arrêt de travail qui peuvent être plutôt longs, hein. Alors c'est l'URPS, donc c'est l'Union régionale de PACA des professionnels de santé, hein, oui, qui et fait c'est l'inter-URPS, c'est-à-dire toutes les unions, kinés, infirmières, biologistes, sages-femmes, qui ont fait ces fiches, vraiment super. Il y a même un numéro d'urgence où vous appelez, vous tomberez sur un psychologue, un médecin, etc., en cas d'urgence pour les soignants de la région sud. Donc ça, c'est un élément qui pourrait être repris et qui voilà, apporte beaucoup et qui est remarquable. Et D'accord. donc, voilà, pour s'en sortir, il faut ben, rechercher tout ça. Bon, on passe vite sur le climat, hein. Voilà les labels et les applications, parce que tous les produits chimiques qu'il y a dans les aliments, les textiles ou autres, vous ne pouvez pas le savoir, hein. Donc, il faut céder des applications. Elles ne sont pas parfaites, mais bon, ben, il y a Yuka, il y a Clean Beauty, les plus antibiotiques, quel produit de UFC que choisir, les logos officiels à agriculture biologique et des logos qui sont très très bien, notamment pour les textiles, Ocotex, Scott, par exemple, il n'y a pas de perfluoré, de PFAS, ou ceux que je vous ai cités, il faut s'aider de ces applications et de ces labels, sinon on ne s'en sort pas, parce que c'est trop compliqué. La suivante, nous on a fait des outils, et une fois que vous avez identifié les produits, vous savez qu'il n'y a pas de toxicité, ben, vous n'aurez pas besoin de sortir l'application à chaque fois, hein. Oui, donc là, on voit effectivement les petites fiches et la synthèse de l'URPS PACA, les médecins libéraux, avec Ça, c'est on l'a modernisé, elle est un peu moins de truc. Il y a l'ARS qui a validé, puisqu'elle nous a subventionné pour faire ce guide. On a fait un guide comment se préserver de la contamination chimique et des perturbateurs endocriniens. Il est remis à jour cette année. Il est téléchargeable gratuitement et à l'intérieur, vous avez ce petit mémo sur les actions les plus simples. Mais c'est téléchargeable sur le site de l'URPS, sur le site de la CEF gratuitement. Il y a un volet, un côté qui est pratique, où il y a des dessins sur la cuisine, la chambre, etc. Puis un volet scientifique. Donc c'est un très très bon outil pour déjà vous sensibiliser. Ça, c'est les guides de la CEF. Donc, un dernier, c'est le bioménage, hein, dont on a parlé, fait par Philippe Karenko du CHU Nice, pour lequel le gouvernement a demandé de faire un guide ménage pour le gouvernement. Mais il est fait. Bon, passons. Et avec les vétérinaires d'Ecoveto, qui sont engagés, on a fait un guide sur l'utilisation des antiparasitaires. Parce que quand vous mettez le collier anti-tique ou anti-puce pour le chat et le chien, quand le petit vient tripoter, qui se met la bouche, il bouffe des pesticides. ouais. Et Et donc, ça, on vous ouais. explique comment l'utiliser. Et c'est vrai que ça répond quand même à une question qu'on peut se poser en vous écoutant. C'est que c'est vrai que les risques sont très très nombreux. On se demande encore une fois par quel bout le prendre. Finalement, on a de la sensibilisation, il faut trouver les bonnes formations, les bonnes associations, les bons partenaires, vous le disiez tout à l'heure, pour nouer des alliances. Et puis, il y a aussi des guides qui permettent de s'approprier une partie de ces sujets-là un peu en autonomie finalement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les guides que je vous ai montrés avant ben, sont téléchargeables gratuitement, hein, puisque nous, on est d'intérêt général, donc c'est pas payant, vous pouvez les utiliser. Voilà. Alors Euh, justement, hein, il y a voilà. le QR code là qui s'affiche pour pouvoir télécharger ces Ben, petits guides. ouais, là, on sort donc, on en sort deux d'un coup. On a remis à jour l'air intérieur. Notamment, on parle des salles de fitness, gymnase, etc., du bébé nageur, par exemple. Et la semaine prochaine, activité physique et environnement. On a deux sportifs connus qui ont expliqué pourquoi ils étaient engagés dans l'environnement. Donc, on explique tous les bienfaits de l'activité physique, parce que vous avez vu, sédentarité considérable pour les Français. Il faut absolument améliorer ça. Et comment le faire en respectant l'environnement? Tiens, par exemple, sur les vêtements qui contiennent ces perfluorés.
il y a des marques, par exemple, ben, qui n'en contiennent pas, qui se sont engagées à ne pas en mettre. Voilà, bon, il y a plein de petits conseils comme ça. On s'est associé d'ailleurs avec Aérophile. Aérophile, c'est une boîte qui décontamine l'air extérieur du village olympique. Ils ont mis des sortes d'ombrières qui déstructurent les particules pour limiter, donc pour diminuer la pollution en particules fines, qui sont installées aussi dans une école, dans une cour d'école à Paris. Et donc, vous voyez, donc c'est pour ça qu'on sort ça avant les Jeux Olympiques, mais vous aurez tous les bénéfices de l'activité physique. Là aussi, il faut s'en occuper, hein. Respectueuse de l'environnement et tous les bénéfices de l'environnement sur la santé. Tout ça est gratuit, servez-vous-en. Oui, alors si vous avez, je m'adresse aux participants, hein, encore une question, surtout n'hésitez pas. Peut-être pour terminer, Pierre Souvet, on a évoqué un certain nombre de ressources, d'acteurs, et cetera. Il y a le document unique d'évaluation des risques professionnels qui existe aujourd'hui. Alors, il y a eu un rapport commandé en 2018 sur le sujet, remis en 2024, qui montrait qu'une majorité de collectivités n'avaient toujours pas mis en œuvre ce dispositif obligatoire depuis 2001. C'était 38%, je crois, des employeurs territoriaux qui avaient mis en place. Alors, c'est un document qui, en général, se concentre sur les principaux risques, mais dont le périmètre, le champ d'intervention est loin d'être aussi large que ce que vous nous avez décrit. Et ça, est-ce que ça incite pas pour rédiger ce document, de pouvoir aussi embarquer des salariés de différents métiers, d'avoir une approche peut-être par métier et d'avoir surtout une approche moins décloisonnée, beaucoup plus large des risques au sens large pour ensuite voir quels axes prioritaires on peut se fixer. Oui, vous avez bien résumé la situation. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Dans le plan national santé-environnement, figurez-vous qu'il n'y a pas non plus d'obligation de résultat, hein. Si les objectifs fixés ne sont pas atteints, ben ouais, ça reste comme ça. Donc il y a ça, il y a ce décloisonnement qui est fondamental, et c'est le portage. Il faut, j'espère avoir convaincu plusieurs personnes de porter ça. S'il n'y a pas de portage qui soit politique, évidemment, hein, mais aussi à l'intérieur des services, eh ben, ça ne marchera pas. Souvent, ça part, nous, on a créé l'assaut, trois collègues autour d'une table, hein. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Et puis il y a trois doigts qui se sont levés. Donc voilà, ça peut aller loin. Voilà. Mais il faut du portage avec tous les éléments que vous avez énumérés. Je suis bien d'accord avec vous. Ouais, effectivement, et il y aura peut-être un certain nombre d'outils à pousser aussi auprès de nos participants disponibles avec le replay. Pierre Souvet, vous pourrez nous en relayer quelques-uns de ces outils, même si on en a vu un certain nombre. Alors, le centre de gestion 44 a aussi adressé un questionnaire sur la santé au travail auprès des élus, des DRH, des DG. C'est en cours de dépouillement. Il y a un groupe de travail qui a commencé à analyser les réponses. Ça sera intéressant de voir là aussi quelles sont les attentes, notamment des collectivités en la matière, et notamment après vous avoir écouté, parce que ça peut générer beaucoup de questionnements et de demandes d'appui peut-être. Donc, pour ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à nous partager aussi, toujours dans l'onglet Q&R, vos attentes éventuelles, vos souhaits peut-être d'accompagnement ou d'appui sur tel ou tel sujet en lien avec voilà, les gros défis santé-environnement qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Euh, Oui, ça me rappelle, c'est important ces questionnaires. mm, Euh, Quand on a fait nos topos sur les centaines de classes, il y avait un flot de questions chez les primaires. Au lycée, par contre, ils étaient comme bloqués un peu. Tandis que les primaires, vraiment, ils posent des questions. Et donc, il y a le rectorat qui prépare un recueil des questions, justement, pour orienter la façon de sensibiliser. Donc, on retrouve le même schéma pour les collectivités. Ça va permettre d'orienter, c'est important, les actions. Parfait. Ben, écoutez, je regarde à nouveau les questions. Je pense qu'il n'y en a plus. Ils sont assommés là, ils sont déjà Oui, alors sur un cocktail peut-être apéritif. effectivement, parce que énormément d'informations, énormément
de connaissances. Vous avez compulsé au fil des années beaucoup d'études scientifiques qui ont été mises en avant. Donc c'est vrai que c'est assez passionnant de vous écouter avec finalement un spectre hyper large des sujets où l'on voit, on en revient à notre propos du début, qu'il faut avoir une approche globale, cette approche de une santé, une seule santé. Mais alors après, c'est pas évident parce que ça veut dire décloisonner entre les services, avoir une réflexion, commencer peut-être par une approche de diagnostic, un peu comme sur la transition écologique par exemple aussi, où il faut commencer déjà par faire un premier constat et puis voir ensuite quels sont comment on se forme, on se sensibilise sur de quels appuis on peut bénéficier, quels sont les guides, les ressources qui existent déjà. Bref, effectivement, on le comprend en vous écoutant, il y a beaucoup de choses à faire. C'est à la fois un peu, c'est assez alarmant, effectivement, mais en même temps, on se dit que il y a des leviers sur lesquels agir. Vous nous en avez cité un Ouais. certain nombre. Je repense en faisant un topo à une CPTS il y a pas longtemps. Il y avait le maire de la ville, hein, une ville de 35 000 habitants, et j'ai proposé à l'ACTAM des consultations de groupe, mais qui se font pas forcément. C'est-à-dire, vous avez 30, 40, 50, X personnes qui en plus vont discuter entre eux. Ah, moi j'ai fait ça, j'y suis arrivé, c'est facile. Parce que quand c'est trop descendant, ça marche pas. Mais ça peut très bien être la collectivité qui prend en charge le truc sous l'égide, en accord avec les professionnels de santé, la CPTS. Donc, une action, par exemple, ce type de la formation en groupe des populations, alors on s'appuie sur les CIQ, on s'appuie sur les associations qui sont déjà actives pour faire venir du monde. Voilà un type d'action. Sur le ménage, bioménage, eh bien, formation, nous, on a, je vous dis, la référence nationale et le CNFPT, puisqu'il veut travailler avec vous, qui peut former. Donc, il y a quand même des pistes assez simples, mais ça part par comprendre que ben, c'est pas un petit bout, un petit bout, voilà, il faut s'ouvrir. Moi, quand j'étais dans mon cabinet de cardio, j'ai été comme ça au début. Là, vous fumez, vous buvez, vous mangez salé. Et puis, j'ai essayé de reculer et de voir tout ce qui se passait. Je ne dis pas que j'étais le meilleur, hein, mais en tout cas, voilà, j'ai pris ce recul qui permet d'avoir une vision beaucoup plus large des problèmes et des bénéfices qu'on peut apporter. Parfait. Bah, écoutez, vraiment un grand merci, Pierre Souvé, pour tous ces éléments. Vous vouliez ajouter? Oui, il faut que vous mettiez la dernière diapositive quand même. Ah, la dernière diapositive. Parce Alors, que attendez. j'ai eu le grand bonheur de faire une préface avec Uber Eats, et donc il me disait toujours, il ne faut pas être, il ne faut être ni optimiste ni pessimiste, mais déterminé. Donc je suis déterminé, soyez déterminé à faire du bien en fait. Ça résume parfaitement votre message. Merci beaucoup. Merci au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique d'avoir organisé cette web conférence et je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Merci Merci à à vous vous. et à bientôt. Merci. Merci.